tous, bienvenue dans Le Petit Quart, l'émission qui décortique les processus créatifs et puis qui de temps en temps rembobine un peu l'histoire de la musique, toujours avec amour, toujours avec passion. Donc aujourd'hui on va parler effectivement de l'histoire de la scène underground montréalaise parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, celle d'hier, celle d'aujourd'hui, celle qui est encore à venir, celle de demain. On va parler un petit peu de ce qu'était le métier de DJ à l'époque, ce que devient le métier de DJ et ce qu'on peut qualifier comme être un DJ à notre époque. On va aussi peut-être aborder des questions comme est-ce que l'évolution technologique, comment ça définit la profession du DJ maintenant, et finalement est-ce que ça permet à tout le monde maintenant de se produire sur une scène avec uniquement une story, une clé USB et un SoundCloud. Voilà, on abordera toutes ces questions-là dans l'émission. Et donc, pour nous aider un peu dans tous ces questionnements et nous raconter de belles histoires, on tend le micro à un vétéran de la musique underground montréalaise. Alors, je parle pas en question d'âge, je parle en question d'expérience. Un ancien combattant de la rave. J'ai nommé Pete Anima, mesdames et messieurs. All right. Yes. Et donc, j'aime bien faire ça, j'aime bien dire ça un peu aux invités quand on commence. Pete, je te laisse te présenter de la manière dont tu veux te présenter. Ça peut être en chantant si tu veux. Woohoo! Thanks to the crew. Merci pour l'invitation, ma chère Gab, et salutations à Jay, notre régisseur. Ah, merci, heureusement que tu le présentes. J'ai oublié de vous le présenter. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, moi. Travail d'équipe, quoi. Ouais, merci à tous les auditeurs, auditrices à l'écoute. Là. On a quand même fait une petite publication aujourd'hui, là, donc je sais que... Il doit y avoir des gens qui nous écoutent. On nous écoute du nord au sud, de l'est à l'ouest, Paris, Bagdad, Galfard, à travers la planète. Donc on vous salue d'être en si grand nombre sur les ondes de Choc. Ouais. Choc, radio universitaire de l'UQAM. C'est ça. Première fois de ma vie que je mets les pieds ici. Là. Je suis sorti du métro, j'ai même pas sorti dehors, je suis allé d'instinct. Pourtant, t'as fait pas mal de radio, mais radio web étudiante de l'UQAM. Ben quand même, j'ai fait beaucoup de radio universitaire, puis elle, j'avais jamais eu la chance de mettre les pieds dedans. Voilà, c'est fait. C'est chose faite. Ouais. On te mettra ton tampon comme sur les passeports. Là. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ouais. Ah, très sympathique d'ailleurs. J'aime vraiment le vibe ici. Les studios sont très chaleureux. Ils sont vraiment cool. Clairement. Là, on est dans le studio. C'est quoi, studio C, lui? C'est le studio. Non, studio A, c'est le studio principal. Ah, on a le droit au studio principal. J'ai allé à partir du studio début, là, c'est le main. C'est ça. Et donc, toi, Pete, pour en savoir un petit peu plus, qui es-tu? D'où tu viens? Ouais. Ben, moi, je viens à la base Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Ouais. Petite ville fluviale au bord de la rivière Richelieu. Ouais. Là. Donc, j'ai grandi là. C'est là que j'ai fait ma jeunesse, mon adolescence. Et puis, j'ai eu un groupe de punk rock pendant une dizaine d'années. Là. Donc, ça, c'est né au secondaire. Puis, à travers ça, de fil en aiguille, j'ai connu la scène underground techno rave, justement, à l'époque. Là. Puis, on avait un After Hours à Saint-Blaise, c'était le village juste à côté de Saint-Jean, donc on sortait dans les bars puis on allait là. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à valser avec la scène électronique underground, puis après on commençait à aller à Montréal dans des... Oui, et t'as commencé à mixer aussi, parce que à la base, t'es à musicien. travers ça, à la base, je suis musicien. T'as puis, eu un band. Écoute, j'avais des amis DJ autant techno que je pense à Baptiste. Lui, c'était le DJ de Sans Pression à l'époque, un band hip-hop. Que lui, c'était un de nos potes, il vient de Saint-Jean, puis on allait chiller chez lui, puis je l'écoutais, je le regardais mixer, j'étais vraiment fasciné, là, les techniques de scratch, de beat juggling. Et... Ouais. Donc, puis j'avais le cousin d'un autre de mes amis, lui, il mixait plus dans le techno, puis il laissait ses tables tournantes des fois, puis je commençais à démystifier tout ça, là, juste à temps que... Parce que moi, au début, DJ, c'était comme je faisais DJ radio étudiante là, à l'école secondaire, puis c'était ça pour moi, DJ. On parle au micro, on enchaîne des chansons comme DJ qu'on voyait dans les clubs quand on sortait d'un bar. C'était pas forcément un métier et c'était pas forcément... Rien de trop artistique, créatif. Là, puis, quand j'ai vu des vrais bons DJ mixer, là, je pense à Is No Good aussi à l'époque qui faisait... À mon humble avis, de la magie là, avec ses vinyles, les tables tournantes. C'était vraiment fascinant de le voir mixer puis comprendre tout le côté artistique en arrière de tout ça. Là, ouais.
Et du coup, elle ressemblait à quoi cette scène montréalaise un peu, cette scène montréalaise underground dans ta jeunesse? Ben moi, je viens, tu sais, vraiment, j'ai pas connu la jeunesse, là, qui est vraiment plus les années 90, là, tu sais, selon les légendes, ça serait Tiga et Robert Delagautier, là, qui auraient ramené les premiers sons, là, à l'époque, là, qui voyageaient en Europe, puis qui ont ramené pas juste les sons, mais de la culture qui allait avec, là. Ça, c'est les premières vagues, là. La première séquence de vagues, moi, je l'ai pas connue, mais je l'ai entendu parler, là, par... mes amis à l'époque qui allaient rêver, ils revenaient puis ils me racontaient plein d'anecdotes, mais à cette époque-là, pour moi, ça m'appelait pas encore. J'étais plus dans la musique punk rock, les shows avec des musiciens puis des trash pits. Puis j'étais pas encore arrivé là-dedans, mais je l'entendais parler. Puis ça, mais moi, je suis plus arrivé à les deuxièmes séquences de vagues, là, fin des années 90, début 2000. Ouais. C'est ça, donc tu sais, je me considère comme old schooler, là, vu l'époque qu'on est aujourd'hui. Mais tu sais, à l'époque que moi j'ai commencé, moi j'étais un newbie, puis il y avait déjà la première vague, eux c'était les real old schoolers. On arrive à des âges où les années 2000, enfin moi ça me paraît pas si loin, et en fait ça commence à être un peu old school. Ouais. Ben tu sais, quand même. Un quart de siècle. Voilà. Un quart de siècle quand même pour l'année 2000. Ouais. Ah oui, on va pas l'arrêter le temps qui passe. Non, c'est ça. Quand on en parlait tantôt, hein, ça passe vraiment vite. Là. Puis, comme je disais tantôt, moi, je suis nouvellement papa là, de mon petit garçon Django, là, qui a maintenant 4 mois et demi. Puis on en parlait. Hein, c'est comme le temps passe tellement vite. Puis tu le réalises, surtout quand tu as un enfant, tu le vois grandir. C'est comme ça va. Ça te fait encore plus accélérer. C'est comme, wow, il est sorti du ventre hier là, dans ma tête. Ouais, j'avoue. Ouais. Et donc du coup c'était quoi c'était quoi un peu les lieux emblématiques? Ça ressemblait à quoi de faire la fête dans les années 2000, surtout dans le milieu dans lequel t'évoluais un peu? Ça commençait aussi à organiser des soirées à cette époque-là? Il y avait 3 grandes sphères, je te dirais. Il y avait la sphère des after hours, là, donc je pense au Red Light, au Sona, au MP3, au Aria, donc toutes les after hours, là, même le garage que je te parlais tantôt, ça c'était à Saint-Blaise, à côté de Saint-Jean. Donc ça, c'était toutes les after hours qui étaient, faut se dire, gérées par le crime organisé beaucoup. Là, fait que ça donnait un vibe quand même. Tu te faisais fouiller dans les lacets de souliers là, quasiment, puis dans la couture de la casquette, puis s'ils trouvaient de quoi, mais tu passais quand même un mauvais quart d'heure. Là. Donc il y avait tout ce vibe-là qui allait avec là, du côté after hours. Puis beaucoup, on le voyait là, aux médias, il y avait souvent des règlements de compte là, par rapport aux gangs de rue et tout, qui contrôlait quoi. Là, donc il y avait cette vibe-là qui allait avec, mais il y avait tout le côté aussi qui faisait venir des bons artistes puis les courants musicaux de l'époque. Donc ça serait une des premières sphères que je te dirais, parce que des afters, à part le stéréo, corrige-moi si je me trompe, il en reste plus. Il y a l'ancien Circus, mais c'est des événements privés qui font là-bas. Ils en font très peu au Québec, ouais. C'est pas du tout dans la culture... C'est pas du tout dans la culture ici, quoi. Le stéréo, il a toujours été, même à l'époque, jadis, un after à part, là, vraiment comme les puristes de... Ouais. Il n'y a jamais rien eu trop de commercial là, à cet after-là. Parce que, oui, le stéréo, c'est un des premiers à rouler... Le stéréo, ça fait longtemps qu'ils sont ouverts. Ça fait... Ils ont passé, je pense, 3 ou 4 fois même au feu, parce que, justement, à ce que je sache, ils roulent un petit peu de leur côté sans trop vouloir flirter avec... Les autres gens qui gèrent les autres types d'after. Ouais. Ça. Fait que ça serait. Puis dans une deuxième sphère, mais tu sais, c'était tout underground à l'époque, mais il y avait quand même l'underground commercial, je pense aux productions 514 ou productions Ray Jr. à l'époque qui faisaient des gros parties comme Evolution Radar, les Love, les Rave or Die ou les Gloom, c'était les parties d'Halloween, tu sais, qui faisaient ça dans des bunkers militaires au sommet des montagnes. Là, il y avait quand même un gros cachet underground, mais tu sais, c'était quand même des gros raves. Je veux pas dire commercial, mais oui, quand même. Parce que, tu sais, commercial aujourd'hui, quand on connaît, je sais pas, moi, les trucs aussi comme le Bal en Blanc, le Black and Blue, le Beach Club, le Picnic, tu sais, ça, c'est commercial mainstream. Oui. Lui, c'était commercial, on va dire, quand même underground. Et puis, sinon, mais dans une troisième soirée, t'avais vraiment les parties underground avec des infolines 24 heures à l'avance, puis ça changeait de lieu, puis c'était dans des warehouses, puis des fois, tu sais...
tu te ramassais un point de rencontre, que tu suivais le guide qui t'amenait vraiment, on contournait des ruelles, puis on rentrait par une fenêtre défoncée d'un vieux building abandonné. Là. Fait que ça, c'est vraiment l'underground souterrain. Avec des flyers un peu secrets, avec... Exactement, ouais, c'est ça. C'est fou de se dire, maintenant, tu sais, tout est géré par des événements Facebook. Il y en a encore, je sais pas s'il y en a encore ici, en tout cas, ce genre de rave encore un petit peu underground, mais ça... Il y en a encore, mais beaucoup moins. Beaucoup moins, ouais. C'est encore la cote à certains endroits. Je sais qu'en France, encore sur le milieu des free parties, c'est encore assez pratiqué parce que la chasse du gouvernement, toujours sur ces rassemblements dits illégaux, est active plus que jamais, on va dire. Ouais, elle a toujours été, là, mais... Elle l'a toujours été, mais j'ai l'impression qu'ils redoublent... Ils ont vraiment serré la vis. Ils redoublent chaque année, ça a encore été le cas, en tout cas, chez nous, là, il y a 2 semaines, je crois. Mais ouais, c'est vrai que c'est... On pourrait faire l'analogie avec le beat matching. Oui. C'est qu'à l'époque, pour aller en soirée, il fallait vraiment le vouloir et il fallait vraiment galérer et il fallait vraiment... Non, mais c'est vrai parce que... S'y reprendre à plusieurs fois. Ouais. Non, maintenant, c'est easy. Maintenant, c'est sync pour aller en soirée, exactement. Voilà. Il suffit de t'aligner sur ce que tu vois et sur ce que disent tes amis et puis c'est vrai, c'est beaucoup plus simple. Et toi, tu faisais partie de quelle sphère alors moi, à l'époque des années 2000? Je vais te dire, je valsais beaucoup avec les trois quand même. Ouais. Ok. D'une à l'autre, là, mais c'est certain que mon coup de cœur, il était vraiment pour l'underground souterrain. Oui. Ouais. Mais quoi que, tu sais, j'aimais ça aller quand même... C'était ton côté punk un peu. Ouais. Mais tu sais, d'ailleurs, un des premiers gros rave underground que j'avais été à l'époque, début des années 2000, c'était un Évolution Radar, justement, au sommet de la montagne, là, à Sainte-Agathe-de-Lobineur. Ça ressemble quasiment à Saint-Sylvestre de Lobineur, là, où ce que les Good Vibe Timeless. Okay. Maintenant, c'est Space Gathering, les premiers qui avaient fait ça à l'époque au magnifique parc des Chutes de Sainte-Agathe. Là. Ah oui. Vraiment un lieu sacré. Je suis sûr que même avant nous, depuis la nuit des temps, les tribus font des rituels là, et maintenant et après. Ça... Nice. Ouais, c'est comme un lieu sacré là, quand même. Quand tu vas sur le site, tu comprends que il y a plein de petits spots magiques là-bas. Et du coup, à cette époque-là, c'est là que vous avez commencé à organiser vos premiers afters, c'est ce que... Moi, mon premier party que j'avais organisé, c'est en 2002. Ça s'appelait Alibi. C'était à la salle X, une salle punk sur la rue Sainte-Catherine. Moi, je la connaissais à cause des shows punk qu'on faisait là. Fait que c'était les contacts que j'avais des salles. C'était plus dans le milieu punk rock de la scène techno rave. Donc, les premiers raves que je faisais, c'était dans des salles que je connaissais grâce à mon band de musique, le Bald Vulture, ça s'appelait, ouais. Donc, tu sais, on connaissait quand même beaucoup de salles, puis j'avais des contacts, puis quand on organisait, c'était dans ces venues-là qu'on allait. Donc, le premier que j'ai fait, c'était là, à la salle X, salle emblématique pour ceux qui connaissent ça à l'époque, là. Puis on avait fait... C'est des salles qui n'existent plus, tout ça, hein? Tout ce non, ça l'a fermé. Ouais. Puis, à part le stéréo, c'est ce que tu disais. Je crois que ça faisait partie des pavillons de l'UQAM, justement. Ok. Puis c'est ça, on avait fait guichet fermé, c'était sold out, là. Puis il y en a 3 qu'on a laissé rentrer, même si c'était sold out, parce que il disait, ouais, t'es sûr que c'est sold out même pour nous autres? Puis là, il lève sa manche, c'est écrit, pas écrit, c'est tatoué Hells Angels Nomad Canada. OK, peut-être que, regarde, oui, bien sûr. on peut vous faire une place, là, je voulais pas avoir de pépins avec eux. Là, donc, on vous offre un drink. Ils demandaient qui vendait et tout à l'intérieur. J'étais comme, moi, honnêtement, on organise la soirée, puis j'ai rien à voir avec tout ça. Si tu veux, rentre faire un tour, puis si t'as quelque chose à régler, mais juste fais ça discrètement. Finalement, ils sont restés toute la nuit, puis ils ont vraiment trippé sur l'événement. Comme, nice. Ils sont pas venus faire de trouble, puis ils trippent, puis ils ont du fun. Ouais, fait que ça, c'était le premier rave qu'on avait fait, là, c'était en décembre 2002, à la salle X. Puis après, on a fait Secret Society, qui a été quand même Secret Society. On l'a fait pendant plus de 10 ans. Là. Donc, lui, c'était le deuxième, c'était en mars 2003. Lui, il avait eu lieu au Rainbow Height, une salle jamaïcaine dans l'ouest de l'île. Puis c'était une autre salle où on jouait souvent là, pour des shows de punk rock à l'époque. Et puis là est venu 2003, la même année, le premier festival de Saint-Jean-Baptiste. C'était à Saint-Alexandre cette année-là. Saint-Alexandre, c'est proche de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis ça, c'est la même année que le premier Eclipse Festival qui avait eu lieu en 2003. Le premier Eclipse dehors, en tout cas. Avant, je pense qu'il faisait, mais à l'intérieur.
C'était un événement intérieur, mais le premier festival Eclipse dehors, c'est la même année, en 2003. Donc 2003, une grande année pour 2003, pour une le grande Québec, année quand même, ouais. ouais. C'est une année forte. Puis alors voilà, là, c'est là vraiment qu'on a commencé à brasser la grande soupe, là, comme on dit. Et comment tu passes du... Alors, parce que c'est marrant, parce que t'es pas le premier à dire ça. Comment tu passes du punk à l'électro underground? Ouais, c'est marrant parce qu'on en parlait avec Jay tantôt. Exact. Puis surtout, moi, je viens... Vous n'êtes pas les premiers à dire « Ah non, mais nous, on est passé du punk rock... Tu sais, à vous, hein, pour nous, je suis sûr que la même chose, ça me le dit, c'était de la musique boom boom. Bah, en fait, c'est ça. Je pense que ouais, il y avait déjà cette envie de chercher une musique qui n'était pas conventionnelle et qui ouais. Pour moi, dans ma tête, c'est vraiment de la musique de clubber, juste à temps qu'on découvre vraiment le vrai côté. Exactement. Ouais. D'ailleurs, avec Gab, c'est drôle parce que quand on compare nos historiques de house ou des débuts des tracks techno, moi, il y en avait tout un panel qu'aujourd'hui j'écoute en me disant ah, en fait, c'est quand même pas si mal. Mais back in the days, quand j'écoutais plutôt du punk ou du metal, j'étais en mode non, ça pour moi c'est du clubbing. Ça vibait pas exactement de la même façon. Tu sais, moi, parce qu'on n'a pas le même âge aussi. Moi, j'ai eu toute ma période adolescente. C'était ma période Antoine Clamaran, c'était ma période Bob Sinclair. C'est vrai que c'est pas du tout la French Touch et compagnie. C'est pas du tout le milieu. C'est pas très underground, non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Non, moi quand j'ai rentré c'était vraiment les sons qui m'attiraient, c'était la grosse techno hardcore, la drum and bass, la jungle. J'adore encore la jungle, la drum and bass, la techno hardcore, je vais te dire, c'est loin en arrière, mais quand j'ai été rentré dans la scène, c'est vraiment ce qui me faisait vibrer à fond. Oui, parce qu'au début, c'était quoi justement un peu cette scène? Oui, j'avais posé la question, c'était quoi l'énergie et la vibe dans vos soirées à cette époque-là? On était plus sur drum and bass, sur... Ben, à l'époque, là, tu sais, les soirées rave de l'époque, tu sais, c'était pas comme aujourd'hui. Maintenant, tu sais, t'as une soirée drum and bass, une soirée techno, une soirée psytrance. Ouais, là, c'était mélangé. Tu sais, c'était vraiment melting pot, là. T'avais de tous les sons dans la même carte, là. Donc, exact. Tu sais, tu passais un grand voyage, là. C'était pas comme un voyage, tu restes toujours à la plage, hein. Tu passes par la jungle, les montagnes, le désert, puis, tu sais, t'envoies du paysage. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr, des fois, il y a des trucs que t'aimes moins que d'autres, puis il y a d'autres trucs qui vont vraiment plus aller te chercher, t'appeler, puis... Ouais. Tout à fait. Ah, c'est fou de se dire ça avec des DJ qui mixaient beaucoup plus longtemps parce que ouais, à l'époque tu regardes les flyers, tu sais, tu regardes les flyers de l'époque, t'avais des line-up beaucoup moins grandes que maintenant. Maintenant, avec la multiplication des DJ, les DJ jouent 1 heure ou 2, mais à l'époque, t'avais des DJ qui jouaient absolument toute la night. Tu sais, à l'époque, les DJ jouaient beaucoup plus longtemps que maintenant. Ouais, c'est ça, tu sais, maintenant, on est à l'époque fast-food, là, je te dirais. Les DJ, ça joue comme... Je suis en train d'envoyer le lien de la podcast à Yohan, qui me texte. Il veut écouter ça. Pendant l'émission, il sait que ça commence à 7h, à 7h10. Ouais. C'est quoi le lien? Fait que, salut, bro. On te refera une dédicace, Yohan. On en reparlera. On reparlera de toi à l'époque, tu sais, puis Laurent Garnier aussi, il en parle dans ses podcasts, ça mixait beaucoup plus longtemps. Tu sais, maintenant, c'est comme les DJ, ils arrivent, puis ils peuvent quasiment préparer leur set de A à Z, 1h30. C'est vrai. Tu sais, c'est facile, comme il disait, Laurent Garnier, de juste mettre des boulettes tout le temps. Ben oui. Mais je pense qu'il a tout à fait raison. Là, le côté pur et dur, c'est d'avoir un petit côté style libre là-dedans, puis d'y aller vraiment avec l'émotion du moment. Puis, tu sais, à l'époque, on en avait beaucoup plus, là, des longs sets là, de 3, 4, 5 heures. Puis même au stéréo, on retrouve ça encore aujourd'hui. Là, les DJ qui passent au stéréo. Je pense, celui qui mixait la semaine dernière, un des élèves justement de l'école, il est venu, puis il en parlait, il est allé, il a mixé jusqu'à... Il a fait un 12 heures de temps. Il a embarqué à minuit puis il a fini à midi le lendemain. Là, c'est fou. Mais c'est toute une expérience. Puis il y a le monde, mais hype là, du début à la fin. Ouais. Et c'était avec le collectif Norrainer qu'on avait aussi évoqué ça, où ça se faisait de plus en plus rare et c'est apprécié par les gens de pouvoir écouter un set par exemple de 3-4 heures. Par les bons puristes, ils vont savoir l'apprécier. Puis, parce que ça s'apprécie vraiment dans la longueur aussi. C'est là que tu apprends à découvrir l'ADN d'un DJ. Là. Quand il va mixer, à mon avis, plus que 3 heures, c'est là vraiment que tu vas commencer à comprendre des trucs. Tout à fait. Mais tu as certains clubs qui le font encore. Hein. Je pense, là, j'ai le Dahomey en tête, mais des fois, tu as un seul DJ. Tu vois, c'est Vincent Lemieux, mais c'est un vieux de la vieille à Koufen qui des fois de temps en temps revient au Dahomey et il est tout seul pour toute la soirée. Oui. Et du coup, il va mixer 5-6 heures à la soirée. Mais c'est vrai que... Mais donc vibe très hétéroclite. Alors,
alors à l'époque dont tu parles? Ouais, à l'époque, tu sais, t'avais ça, des parties d'une salle avec plusieurs gens, puis aussi t'avais des gros événements, tu sais, à trois salles avec, tu sais, différents menus, là, comme... Mais, tu sais, c'était pas rare qu'on retrouvait dans la même soirée, dans la même salle, complètement des genres différents. Oui, puis la scène était aussi moins étoffée. Ouais. Probablement que c'était compliqué, tu pouvais pas lâcher une soirée uniquement drum and bass. Exactement. Tout simplement qu'il y avait peut-être pas assez de... Mais quoi que moi, je tripais vraiment sur les soirées dédicaces à Guillaume Nitrous, là, puis son crew à l'époque, In the Jungle. Là. On partait souvent de Saint-Jean-sur-Richelieu, un petit crew, puis on venait dans les soirées. C'était dans des petits lofts, là. Il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Comme tu dis, c'était juste de la drum and bass jungle, mais on tripait vraiment sur ces soirées-là. Puis lui-même, maintenant, il roule son label In the Jungle Record, là, que tu peux retrouver sur Beatport, Juno, SoundCloud, name it. Mais c'est ça, tu sais, c'était au début des années 2000, vraiment, c'était la scène drum and bass de l'époque. OK. Ouais. Et est-ce que c'était facile d'organiser ce genre de soirée à l'époque ou c'était quand même... Ben, il fallait vraiment que tu sois un passionné puis que tu veuilles, tu sais, premièrement, d'avoir les guts de faire quelque chose, on va se dire, de complètement illégal, là. Ah oui, parce que, vous disiez que vous organisiez ça dans des lieux, mais c'était un peu ça ma question, c'était genre, c'était pas... Ben c'était pas légal là, de faire des raves comme ça à l'époque, puis c'est pour ça que c'était dur de trouver des venues, des gens qui voulaient te louer, ou soit trouver des places que tu pouvais aller poser le son, tu sais. C'est vrai qu'on se rend puis il faut tout ramener, c'est-à-dire faut ramener, comme en free party aujourd'hui, il faut ramener ton matos, c'est-à-dire tes amplis, tes enceintes, et puis le matériel était... c'est pas qu'il était plus lourd à l'époque, mais c'est que tu vois tout ce qui est enceinte active aujourd'hui... où tu as tes amplis intégrés. Ah ouais, les préamplifiés, c'est beaucoup plus léger qu'à l'époque, les gros speakers. C'est ça, c'est qu'à l'époque, tu as beaucoup tes enceintes passives. Puis à transporter des tables tournantes, c'est pesant, puis c'est comme compliqué à installer, tu sais, à cause de la vibration et tout. Et vinyle, aujourd'hui, tu as ta clé USB. Tu transportais tes vinyles, ta grosse caisse de vinyle dans la neige. Oui, parce qu'il faut penser qu'à l'époque, c'est le Québec quand même. Attends, je sais pas s'il y avait vraiment des parties extérieures dans la neige, mais. Non, mais attends, faut quand même les sortir de chez toi. Faut quand même et traverser l'hiver au Québec. Exactement, t'as tout compris. ouais, puis même des fois, quand on va en parler, là, dans le temps, j'habitais dans l'offre 1619 William, dans Griffintown. Il y avait un party une fois que j'avais mon minibus à l'époque, puis. On est tous allés chercher les résidents des lofts. Comment voulez-vous que le party se passe ce soir? Fallait tout amener la sono. Puis il y avait, de la neige tout alentour du bus. Là. Il a fallu pelleter pendant quasiment 2 heures. Et vous organisez la fête dans le loft? Dans le loft, on en a fait beaucoup dans ce loft-là. Mais ce soir-là en particulier, on avait loué une salle. Là. C'était un plus gros événement. Puis là, il fallait ramener le stock. Puis il fallait vraiment tout déblayer le bus pour qu'il sorte du stationnement. Ça doit être ouf comme d'organiser des raves dans le loft où tu habites. Dans le loft où j'habitais, en fait, c'était sur 2 étages, puis on possédait 4 lofts. 4 gros lofts. Là. Nice. Donc, tu sais, il y avait un loft, c'était plus les psytrance, l'autre plus les drum and bass jungle, l'autre plus la techno, puis il y en avait un autre plus petit, c'était toutes les Candy Raver, techno plus Free Farm, Candy Hardcore. Ouais. Donc, c'est ça, quand on faisait des événements, là, c'était vraiment ceux qui ont connu à l'époque le 1619 William, c'était légendaire. C'est une place culte à Montréal. Ah ouais? Ouais, culte. Il y a même le film Dédé à travers les brumes là, de Les Colocs qui a été tourné là. Par la prod, ils ont été là pendant quasiment 2 mois. Là. OK. Il y a même une fois, on a stoppé la prod parce qu'ils essayaient de tourner en haut, puis nous, on faisait un gros after avec Polaris, là, un gros. Attends, c'est quand ils sont quand ils sont à Montréal et qu'ils se filment dans le loft? Dans le film, là? Ouais, exactement. Mais ça, c'est les lofts où j'habitais. Là, mais non, là, ok. Puis le producteur descend, comment pouvez-vous baisser la musique? Je disais, attends, t'es-tu le producteur? Il dit, non, mais je travaille sur la production. Je disais, attends, on va monter voir ton producteur. Il dit, quoi? Je dis, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose, ça va être moins compliqué. On descend les marches, j'ouvre la porte, le loft, mais il est rempli à grandeur. Le monde danse ses comptoirs. Il y a un gros headliner de France qui joue. Polaris, je sais pas si ça te parle. Oui, bon, c'est lui qui est en train de mixer. Nice. On est en plein jour, là, il est peut-être 9-10 heures le matin. Là, le monde, ça n'a pas dormi de la nuit. Puis... Fait que je referme la porte, je comprends que tu tournes. Moi, tu comprends qu'est-ce qui se passe en ce moment. Il est comme, je pense qu'on va remettre le tournage à demain. Je pense que c'est une bonne idée. Mais ça, c'est une sacrée histoire. T'as fait repousser le tournage. Un des tournages a été repoussé. Mais on regardera pas ce film de la même façon maintenant. Moi, je tourne dans 3 scènes dans ce film-là, puis je suis même pas acteur ou je fais pas partie d'agence de figuration. Mais faut qu'on essaye de... Ah ouais, je l'ai vu. Ils m'ont fait jouer, même les agences. C'était comme, lui, il est pas dans l'agence, pourquoi qu'il tourne? Ah ouais, mais il habite dans les lofts.
Là, je passais au costumier, il disait « Ah non, lui, t'as pas besoin d'y toucher, il fit naturellement dans le décor. » Ah, c'est trop nice comme anecdote, c'est super. Ouais. Fait que, il était vraiment cool, la gang de la production, là, avec Sébastien Ricard, l'acteur principal, là, qui était chanteur dans Loco Locas. Loco Locas, tout à fait, ouais. Exact. Fait que, on a passé plein de bons moments avec le monde de la prod. Ouais, tu sais, il a pas bronché rien, là. Il a bien compris que, tu sais, nous autres aussi... Et tu veux filmer dans l'environnement ce que Dédé il a fait son band, mais tu sais, nous autres aussi, c'est là qu'on vit pour vrai, c'est pas un film, nous, c'est notre réalité. C'est fou. Exactement. C'est fou. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, vous vous êtes dit, c'est l'année aussi où vous vous êtes dit, venez, on organise un festival, c'est ça, c'était l'année de la Saint-Jean. Ah non, là, les années de l'offre, là, ça, c'est plus au milieu des années 2000. Là, tu sais, la Saint-Jean, ça, c'est vraiment début des années 2000 que ça l'a parti. Tu sais, à l'époque, je connaissais même pas Johan ou toute la clique avec qui je fais la Saint-Jean maintenant. On est dans une autre époque, là, dans un autre chapitre. Puis ça, c'est vraiment la genèse de la festival électronique de la Saint-Jean-Baptiste. Comment ça l'a parti? Ah oui, ça, c'était après en 2003, avec Johan et tout, tu sais, c'est plus aux alentours de 2006. D'accord, c'était un peu plus après. Qu'on a commencé à faire des prods ensemble. J'avais déjà les projets Saint-Jean-Baptiste, Secret Society. J'ai rencontré Johan, puis je l'ai amené un petit peu jouer dans ma cour, puis on a commencé à faire des productions ensemble. Donc, là, j'étais bien occupé à l'époque. Ouais, je m'ai mis à continuer le projet Secret Society avec lui, puis Jean-Seb, un autre de nos amis à l'époque, là, qu'on avait repris les projets ensemble avec la Saint-Jean-Baptiste. Et puis... Saint-Jean-Baptiste, à travers tout ça, il y a les Neurotiques aussi qui ont souvent été, par la bande, impliqués dans le projet. On va en parler. Là, eux, ils ont amené beaucoup le mouvement Free Party au Québec. Quand on parle, ça découle vraiment de... C'est des Québécois ou c'est des Français? C'est des Français, mais tu sais, ça découle vraiment de UK. Là, on remonte à loin. La Spiral Tribe, c'est fin des années 80, je crois. Ouais. Début 90. Puis après, il y a le mouvement, il y a, comme on va dire, migré en France avec les fameux Hérétiques. Exactement. Collectif légendaire. Là, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. Il y a plein de documentaires là-dessus avec la piscine Molicard. Ça l'a fait le tour de... Ouais, t'as un documentaire qui est accessible vraiment sur très YouTube, bon documentaire. Même si Spiral Tribe, il y a plein de ces documentaires à fond. Là. Allez écouter ça, ceux qui n'ont pas suivi le mouvement. Puis les Neurotiques, eux, à l'époque, qui étaient arrivés au Québec, puis avaient amené ce mouvement-là. Moi, les premiers événements que j'étais allé de eux, j'avais tout de suite tombé coup de foudre, là, comme vraiment pour les valeurs pures et dures de la Free, for the love of the music. Exact. For us, by us. Là, c'est DIY à fond la caisse, puis eux, ils prenaient plein de risques là, de faire ça dans plein d'endroits qui vont rester gravés à vie dans ma mémoire. Puis eux, les premières années qui étaient arrivées, moi, je les ai tout de suite connus, puis j'allais dans leur événement, puis ça a pris quand même quelques années là, avant qu'on vienne pas puis qu'on se parle. J'allais dans les événements, puis probablement, ils savaient même pas j'étais qui, puis moi non plus, je savais pas vraiment c'était qui, mais les liens se sont rapprochés. Puis voilà, là, je les avais invités à une Saint-Jean à l'époque. C'était chez des amis à Joey Mallette, paix à son âme. Joey Mallette qui produisait de la musique. Là. OK. Ouais. Et puis de la musique Psy. Puis lui, il nous avait amené chez ses amis autochtones. Là, donc, on pouvait faire l'événement là. Puis là, j'avais invité les Neurotiques à faire la première collab avec nous. Là. On leur avait laissé un espace sur le terrain. Et puis l'année d'après... Là, on a amené ça à un autre niveau. On s'est ramassé dans la forêt Waro. Forêt Waro, c'est dans le coin de Chursley, Saint-Esprit. Là, maintenant, c'est rendu un camping provincial, là, un parc, mais à l'époque, c'était vraiment les terres de la couronne free for all. Là. Donc, on est arrivé là, on s'avait installé le son pendant 4 jours, là, je crois. Est-ce que c'était dur à l'époque de trouver des lieux comme ça? Ou... Quand même, c'est ça. Ouais. Je te dis, il faut vraiment que tu sois passionné de cœur. On appelle ça les équipes scouting, là, quand tu pars en scouting. T'sais, même pour le projet Tribunion qu'on va parler tantôt, je veux dire, c'est assez laborieux. Là. Ça demande beaucoup de temps d'implication, puis des fois partir des week-ends de temps à la recherche de la terre promise pour revenir bredouille. C'est Christophe Colomb. Genre, t'envoies... Le Christophe Colomb de la fête. En tierra incognito. T'envoies toute une cargaison à la conquête de l'Ouest. C'est les parties non cartographiées. Là, puis c'est drôle, je me rappelle, pour discuter avec des gens qui organisaient ça il y a... quand même, comme tu disais, début des années 2000, là aussi un petit peu, où tu n'avais pas Google Maps.
Ouais, non. Donc Google Maps aujourd'hui, je veux pas dire que c'est facile parce que ça reste compliqué de trouver. C'est comme le bouton sync. La terre promise, c'est comme le bouton sync. C'est quand même le fun d'aller voir en mode UFO à vol d'oiseau. C'est ça, tu peux quand même te dire, oh regarde, tu vois la configuration, tu vois la taille du champ, tu te dis en mode, oh ici c'est correct. Ouais. Tu vois les voisins aussi alentour. Oui, c'est surtout ça. Ouais. C'est surtout ça, tu peux voir, te dis, parce que des fois, le spot, il a l'air fucking cool, légendaire, mais tu réalises pas, mais il y a des maisons à un demi-kilomètre. Mais surtout si à l'époque c'était hyper illégal, que c'était pas... parce que c'était quand même beaucoup plus marginalisé que maintenant. Ça, c'était quand même un... Tu risquais gros, quoi. Tu vois, tu risquais... maintenant, tu risques un peu, mais c'est pas... Probablement, mais c'est vrai que... C'était quand même un truc beaucoup moins démocratisé. Alors, moi, il y a toujours un truc que je vois comme une vision dans le Québec étant tellement plus large que la France. Ouais. Je me suis toujours dit... En regardant certains paysages, je me dis waouh, c'est fou. Mais c'est qu'en France, tu as beaucoup plus d'habitants au pied carré aussi qu'au Québec. Tu sais, au Québec, si t'es game de faire 3 heures de route et plus, c'est ça. Ben, tu vas en trouver des places qu'il n'y a pas trop de voisins proches. Ouais, c'est ça. Mais bon, par contre, le revers de la médaille, c'est que tu peux te retrouver en habitant, en tout cas pour les habitants de Montréal, tu peux vite te retrouver à devoir faire quelques heures de route, si ce n'est... on en reparlera quand pour les habitants de Montréal, la plupart, juste de traverser le pont, c'est déjà un exploit. C'est vrai. Mais ouais, mais tu te retrouves effectivement dans un pays aussi grand. Ah bah quand tu vois 10 heures de route pour aller à la rave, parce que là je parlais du Canada, mais tu fais pas le même... Non. Tu parcours pas la même distance que si t'es dans d'autres pays, enfin la France notamment. C'est sûr que... Mais comme disait Pete, quoi, c'est sûr que c'est encore une fois un truc de passionné. Puis va emmener toutes tes génératrices, ton mur de son. Ah bah c'est des convois ensuite. Ah bah là, non, mais là c'est vraiment la conquête de l'Ouest pour le coup. J'ai Johan qui dit une bonne anecdote quand on parlait justement à Chursley, quand on le faisait, mais la police était venue. Puis c'est Johan qui est en train de mixer. Puis je vais le voir, je suis comme, bro, la police est... Ouais. Puis lui, il avait pris de la potion magique. Psychédélique et tout, là, tu sais. Puis, fait qu'il est comme, c'est ça, un peu high. Ouais. Là, il lâche les tables, il va voir. Puis la police, imagine-le, crois-le pas. Il est comme, je me rappelle plus le nom du gars, mettons que c'est Alex. Il est comme, hey Alex. Puis le gars est comme, hey Johan. Puis ils se connaissaient. Ils se connaissaient, mais de l'école secondaire. Puis ça faisait comme 10-15 ans qu'ils ne s'avaient pas vu. Fait que, tu sais, ouais, vraiment. Puis là, le monde sont là en train de tout en train de danser, vibrer, puis tout. Puis ils sont comme, aïe, man, le DJ, il a l'air full chum avec la police. Qu'est-ce qui se passe d'un coup? Puis, ouais, finalement, fait que c'est ça, on l'a eu vraiment. La bonne étoile, encore une fois, qui rayonnait sur nos têtes, là, qui a fait en sorte que la police, ils nous ont laissé. Moi, personnellement, je trouve qu'au Québec, tu parlais de la France tantôt. Ouais. En France, là-bas, c'est vraiment complètement un autre terrain de jeu. Là, on est vraiment dans un autre monde. Ici, la police, tu sais, beaucoup de monde, fuck de police et tout, mais on se le cachera pas. La police, au Québec, c'est une des places qui sont le plus chill au monde. Là. Pour avoir vraiment beaucoup voyagé. Là, tu sais, je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, j'ai souvent dealé avec la police dans les événements. Puis, je te dis, de 90% du temps quasiment, ils nous laissaient continuer à faire la fête. C'est arrivé là, qu'ils l'ont busté le party, ils l'ont fermé, mais moi, en tout cas, de mon expérience à moi en tant que promoteur, la plupart du temps qu'ils venaient, on réussissait la plupart du temps à continuer à faire rouler la sono, puis il n'y avait pas de problème. Ouais, c'est vrai que ça, c'est... C'est pas le même état d'esprit, c'est pas la même volonté. Je sais pas si d'ailleurs, politiquement parlant, c'est quelque chose qui fait parler un petit peu ces événements-là au Québec, ou si c'est quelque chose qui n'est pas spécialement... Si, t'avais une anecdote que vous vous êtes retrouvé dans le journal, non? Ouais, ben c'est ça, on en a fait beaucoup, tu sais, que revenant aux neurotiques, ils m'ont beaucoup inspiré puis influencé at some point. Il a fait les gros titres. Dans leur façon de faire, puis... ça m'a inspiré. J'ai fait beaucoup de free party là, à l'époque, quand j'avais mon minibus aussi, dans des parcs, au sommet du Mont-Royal... On a même déjà fait un en même temps que le pique-nique électronique sur l'île, pas trop loin. C'était la place de l'homme, là, où ils mettaient la flamme, la grosse flamme, là, dans le temps de l'Expo 67. Il disait que ça existait depuis ultra longtemps. Moi, j'ai été au premier pique-nique qu'il y a eu. Là. On sortait d'un rave, puis on entendait dire qu'il y avait un événement qui se passait là. Et c'est là que tu as rencontré Johan, mais en fait, ça Johan, c'est là que je l'ai rencontré la première fois. Là. Le pique-nique, il est tellement arrivé de trucs, puis au fil du temps, on a déjà organisé un événement. Un free en même temps qu'eux sur le parc. Et puis, il était venu me voir, le propriétaire du pique-nique. Il était comme, coupe la sono.
Moi, j'ai dit, t'as-tu loué l'île au complet? Ah, et même, s'est senti vraiment comme insulté. Fait qu'il est parti, on n'a pas coupé la sono. Puis là, il arrive deux sécurités après de l'île. Il arrive, je pars à rire, il part à rire, comme tu sais pourquoi je suis là. Je dis, ouais. OK, c'est beau. Okay, bon. Là, on a débranché tout. Mais tu sais, le gars, lui, fait que non, j'étais un peu. Et oui, tu racontais, pardon, je t'avais coupé, mais tu racontais cette anecdote par rapport au journal, là, qu'ils étaient par rapport venus, au journal, ça, c'est un autre. C'était. Oui, on faisait les Secret Society à l'époque, puis on a fait un autre qui s'avait appelé Under Society. Puis là, on l'avait fait en dessous, dans le coin de l'échangeur Turcot, en dessous d'une partie du viaduc, proche de l'Aqueduc, dans Verdun, je crois. Et puis là, c'était la police municipale. Il était là pendant des heures à l'entrée avec nous. Puis le party continue à rouler. Puis à un moment donné, la vraie police arrive, la SQ, avec le Journal de Montréal et tout. Puis eux autres, c'est un autre police. Là. C'est pas les petits gentils de police. Fait que tu sais, ouais, eux, ils étaient comme, là, t'arrêtes le son. Puis ouais, là, ça gosse un peu. Quand regarde, vous arrêtez le son, je traverse l'autre bord, je casse tout. C'était un sergent, puis tu voyais qu'il entendait pas rire. Puis il était là avec les ingénieurs de la ville, puis tout. Il était comme, non, vous êtes en dessous d'un viaduc, puis ça peut faire affaisser la structure, blablabla. Mais en tout cas. C'est que t'aurais mis le volume très fort quand même. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que ça avait passé dans le Journal de Montréal en page 6. Là, il y a même des archives de ça sur rave.ca qui est. Ah ouais. Vraiment, rave.ca, c'est là-dessus avant que Facebook existe. Que tous les événements étaient postés. Il n'y avait pas de Instagram, Facebook et tout le tralala là, à l'époque. La plateforme, c'était Noah Gentleman qui gérait ça. Et puis, c'est merveilleux parce qu'encore, merci beaucoup de faire ça. Il continue à payer de sa poche pour le garder vivant. Ah, c'est bon. Puis là-dessus, tu vas aller chercher pour des podcasts ou de quoi, plein de vieilles archives, des photos. Ah, ce site, il est encore. Il est encore vivant. Le monde ne va plus vraiment là-dessus, mais tu peux aller voir des vieilles photos de l'époque si ça t'intéresse, cool, des vieux événements. Puis, ouais. Ah ouais, c'est quand même intéressant. Là. Je sais que. Je pense Dali, paix à son âme aussi, à Dali Gérard, qu'on salue avec. Tout à fait. Qui était vraiment impliqué dans la scène. Là. Puis lui, il avait une podcast avec Soumi aussi, aux studios locaux là, dans le temps. Ça s'appelait Psy Québec. C'était plus axé sur la scène Psy. Mais... Oui. Puis eux, je pense qu'ils allaient quand même chercher des archives là-dessus. Ouais, fait que c'est ça. Donc, ouais, le Journal de Montréal était venu. Puis on était 3 stages. Là. Il y avait nous, les... Alors, mais c'était un article plutôt désapprobateur ou c'était vraiment pour des... tu sais, c'était comme... quand même, c'était pas trop à nous bâcher dessus. Là, ça l'avait été documenté. Ouais. Puis nous, le lendemain, tout le kit, on l'avait amené au gazebo du Mont-Royal qu'on faisait à cette époque-là, les gazebos, les fameux gazebos, pour ceux qui ont connu. C'est vraiment nous autres, la gang du 16-19 avec le collectif, la We Are One et tout, qu'on avait parti ça à l'époque. Puis religieusement, on manquait pas aucun dimanche. Tous les dimanches, on était là avec mon minibus, on loadait le son, on l'amenait. Puis c'était à côté des Tam Tam Jam. Là. Donc, à cette époque-là, la deuxième moitié des années 2000, on le faisait vraiment à chaque dimanche religieusement. Puis Noah, lui qui gérait rave.ca à l'époque, il trouvait ça cool. Puis il a embarqué avec nous, je pense, la deuxième année. Là, il a commencé à amener du plus gros son, puis l'événement, il a pris de l'ampleur. Et puis, on s'est ramassé même jusqu'à la mairie, là, assis à des grandes tables de conseil pour débattre, puis garder ça vivant. Puis la ville, ils ont rien voulu savoir. Là, ils voulaient nous envoyer au parc Belle-Rive, à l'autre bout de la ville. Puis moi, j'étais comme, ben non, ça fait partie de la contre-culture de musique électronique. Puis c'est comme un annexe de Tam Tam Jam. Que Tam Tam, c'est plus les sons organiques. Nous, c'est plus les sons électroniques. Puis on laissait vraiment la chance à tout le monde de venir, même si je t'aurais pas connu à l'époque, tu serais arrivé avec ta clé USB, tu aurais dit est-ce que je peux faire un set? On t'aurait fait une place, c'était ouvert à la relève, là, vraiment. Nice. C'est fou parce que ce que tu racontes là, il y a plein d'autres collectifs beaucoup plus récents qui parlent des mêmes valeurs. Et c'est beau de se dire que la musique, c'est toujours politique, c'est toujours militant, c'est toujours inclusif. Et finalement, vous étiez déjà à l'époque dans une sorte de militantisme en disant mais la musique, c'est ça, c'est pas juste... Il faut que les gens dansent, il faut qu'on continue d'organiser nos soirées, vous pouvez pas nous interdire tout. Et finalement... Parce que, tu sais, oui, t'as la musique mainstream commerciale, mais la vraie musique pure et dure, là, tu sais, c'est des courants qui vont avec une culture, un code vestimentaire, une façon de penser, une... Exact. C'est comme même Bob Marley il disait, là, il dit moi je fais pas un show, là, on est en train de véhiculer une philosophie, un mode de vie, une pensée, c'est une révolution tranquille à travers la musique. Là. Exactement. Puis il était comme pour lui chaque show il militait, puis même Peter Tosh, là, son guitariste, il avait
sa guitare en forme d'AK-47, puis il était comme, moi j'envoie, je shoot de l'amour là, avec ma guitare, là, tu sais, c'est vrai que ça échappe à toute législation. Oui. Du coup, ça a toujours été perçu comme oui, mais non. Enfin, je veux dire. C'est très puissant la musique. Là. Qu'est-ce qu'on peut puis faire les raves, c'est vraiment perçu comme mais non, on n'a aucun contrôle là-dessus. On ne sait pas ce qui s'y passe. D'ailleurs, souvent, c'est résumé de manière toujours un peu assez péjorative. Ouais, ils dépeignent le tableau souvent là, quand c'est repris par les médias. Parce qu'autant c'est démocratisé maintenant, autant les free parties, ça reste un peu. Ça reste vivement critiqué. Bah, le clubbing, ouais, c'est ça. Autant l'électro a inondé tous les clubs. Ouais, parce que tu regardes, il y avait quoi, David Guetta dimanche dernier au Beach Club, c'était à guichet fermé. On a complètement une autre scène qu'on peut assister de la musique électronique. On est dans de la musique électronique, mais on est complètement ailleurs. Là, Mais comment tu faisais venir les gens? J'imagine que c'était le bouche à oreille, mais comment à l'époque vous faisiez venir les gens à vos soirées? Genre, comment ça marchait pour espérer avoir... Je sais pas. L'Underground, c'était un network très, très fermé là, à l'époque. Puis c'est un petit peu comme des fourmis là, qui communiquent toutes entre elles. Le mot se passe vite là, quand il y avait une soirée. Puis les flyers de l'époque, c'était vraiment... On passait ça de façon assez ciblée. Il y a des gens qu'on n'en donnait pas, d'autres gens qu'on en donnait. Puis les bonnes personnes à qui ça devait venir aux oreilles, ils savaient quand il se passait une soirée. Ouais. Puis malgré tout, c'est quand même fou. Il n'y avait pas de cellulaire à l'époque, ou de Facebook, ou de email, puis le mot se passait. Et oui. Mais le bouche à oreille, c'était puissant. Hein. C'est vrai que ça a été très fortement véhiculé, ça, pour participer à l'émergence de ce genre de soirée, où t'entendais par un ami qui avait été dans un rave, genre peut-être probablement, j'imagine, genre le week-end d'avant ou autre. Ouais. Et qui te ramène et qui fait man, c'est malade, viens voir ça. Quoi. Fallait quand même en quelque sorte que tu sois un initié de l'underground pour être au courant des nouvelles. Exact. Des nouvelles qui se propageaient dans le souterrain. Sinon, ça passait à un autre étage au-dessus. Puis il fallait quand même être courageux. Moi, j'admire toujours. Comme tu dis, il fallait une sacrée détermination, une bonne dose de passion. Puis j'aimais bien l'anecdote sur les scootings là, effectivement, j'imaginais pas que ça se passait comme ça d'envoyer. Même il y en a un, on avait fait encore là avec les neurotiques en dessous d'un ancien tunnel dans Wellington, je crois, qui passe en dessous du canal de la Chine. Puis c'est un de nos amis, pour rentrer dans le tunnel, il avait mis des barreaux, il a pris un cric pour lever les autos, il a écarté les barreaux comme ça. Puis là, il a pu passer une personne dedans qui a marché jusqu'à l'autre bout du tunnel, il a remonté par la sortie de secours. Puis on a pu ouvrir la porte qui était là en haut pour rentrer la sono. Ah ouais, pas mal. Dans un ancien tunnel, là, ça c'était vraiment un des beaux tableaux, celui-là aussi. Pas mal du tout, ouais. Ah, c'est fou. C'est fou les anecdotes que tu racontes. Et du coup, donc là, vous aviez fait la Saint-Jean, qui existe encore aujourd'hui. On va se passer... la Saint-Jean, regarde... Fin juin, là? 2003. Tu sais, en 2023, on célébrait notre 20e. Puis après le 20e, à Bryson, qui a été quand même une grosse édition, on a décidé de continuer le projet. Mais tu sais, soit on se dit on tire la plug ou on continue à garder le projet vivant, mais plus en mode, regarde, on s'en vient tout, on grandit, on a des enfants, puis on veut continuer à le faire, mais par passion, puis avoir du plaisir. Puis c'est ça, tu sais, on s'est dit, notre ami, lui, il a une petite érablière dans le coin en Mauricie. Une érablière fermette. Puis on a eu cette occasion-là qui s'est présentée de continuer en mode plus familial, restreint. Donc, notre vision, c'est que le monde peut venir avec leurs enfants, leur famille, puis c'est pas ouvert au grand public, donc on le promote plus comme on faisait. C'est sûr que, regarde, si tu écoutes la podcast en ce moment, qu'on se connaît et tout, tu peux nous écrire, puis ça va nous faire plaisir de t'inviter à l'événement, mais tu sais, c'est quand même très limité, familial, en mode, on appelle ça maintenant des micro-éditions. Puis tu sais, ça remonte à loin, le 2003, à l'époque, la première édition, 2003 Saint-Alexandre, je pense à Gio Bryan, qui était là sur le line-up, qui mixait, puis qu'il est encore là, qui va mixer cette année. Tu sais, dans les old schoolers, là, que ça va faire 22 ans quand même de ça. C'est quand même pas mal. Ça nous vieillit quand même. Légèrement. Mais ouais, c'est ça. Donc le projet continue à être vivant, puis c'est un projet de cœur à la base, puis c'est encore... Ouais, mais je trouve ça admirable les mêmes intentions, d'avoir des projets qui perdurent autant dans le temps. Parce qu'en plus, c'était quasiment avec les mêmes personnes que tu organises ça.
tu sais, avec... Les Saint-Jean et les... on va parler de Tribunion après, mais... Les Saint-Jean, puis, tu sais, comme je disais, par la bande, il y a beaucoup d'amis des Neurotiques qui l'avaient organisé avec nous pendant une certaine période. Puis, même pendant une certaine période aussi, ça l'avait été une free, là, les Saint-Jean. Ils ont été gratuites pendant une certaine époque. Puis, on a fait à plein de terrains, là, dont à la montagne de Saint-Fortuna. Puis, on avait migré après à Saint-Damien, au domaine des Aigles. Puis écoute, c'était venu gros, ça montait, puis c'était soit qu'on n'avait plus de fun à l'organiser, ou on s'est dit, regarde, on va charger, mais on va quand même le garder abordable, puis ça va permettre de l'amener à une qualité d'événement, quand même avoir des toilettes propres, avoir une sécurité, avoir de la belle déco et tout. Donc, tu sais, d'avoir un certain budget, mais ça te permet de tout faire ça, puis aussi de continuer à avoir du plaisir, là, à pas être pris pour jouer, à faire la brigade, l'équipe verte, gérer des cas de... On a déjà monté quand on est allé frôler les 1000 personnes, là, puis c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, regarde, ça s'en vient ingérable, puis il faut quand même une équipe, puis des gens rémunérés à certains postes. Oui, parce que ça te prend la responsabilité de la sécurité des gens qui participent à ton événement, forcément. C'est vrai que la sécurité, le bar, tout ça, il faut commencer à avoir des gens compétents si tu veux que ça se passe bien. Et pour ça, il faut commencer à avoir une équipe... bien sûr. Puis tu peux faire des événements abordables en respectant une vision de la free. Regarde, comme on a fait avec les tribunaux, justement, c'est des événements très abordables, mais avec vraiment les valeurs pures et dures, authentiques de la free party. Tout à fait. On va en parler parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même toi, tu es un peu à l'instigateur aussi du festival Tribunion, qui existe encore aujourd'hui et qui est quand même un énorme festival. Ouais. Je sais pas si tu peux nous parler moi, tu sais, je suis dans les membres fondateurs de la première lignée du projet. Puis ça a vraiment commencé au Mexique, dans l'état de Guerrero. Là. C'est à pied de la Cuesta. Ah oui, ça a commencé loin. Oui, pied de la Cuesta. Donc ça, c'est la plage là, où est-ce que ça se passe. C'est fait par Bruno, un pote de Mexico City. Et puis voilà, là, tu as des gens de collectifs d'Italie, de France, bref, d'Europe, dont Crystal Distortion, qu'on parlait tantôt, qui est issu de la Spiral Tribe. Donc, c'est tout du monde comme ça qui se ramasse au Mexique à mixer sur la même plage. Barra de Cuyuca, là, donc ça, c'est la région, puis la plage, c'est ça, c'est Pied de la Cuesta que ça s'appelle. Puis on se ramasse là pendant 3-4 jours. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde, mais le vibe est vraiment si puissant, l'énergie. Puis à travers tous ces collectifs-là d'Europe, il y a nous aussi les collectifs des bons vieux Gaulois québécois qui sont là. Et puis dans ces gens-là, on a fondé à partir de là la Québec Dream Team. Québec Dream Team. Ah oui. En fait, ça regroupe nous, la We Are One, t'as les Neurotiques, t'as les techno-agricoles, tu sais, t'as des gens... Techno-agricole, ça existe depuis longtemps aussi, alors. Tu sais, t'as quand même des gens, ils figurent pas dans le corps, le noyau principal, mais tu sais, des gens des archaïques, des hard times, tu sais, il y a beaucoup de monde de la free impliqué là-dedans, puis qui fait en sorte qu'on est vraiment une équipe, je te dirais, en table ronde. Tu sais, il n'y a pas de personne... qui tranche les décisions. Tu sais, les décisions se prennent en groupe, en équipe. C'est nice. C'est vraiment une autre façon de travailler. Là. Des fois, ça prend plus de temps arriver en bout de ligne, mais tu sais, les résultats sont vraiment... On est capable de faire de la magie comme on a fait. Ouais. Ceux qui étaient là à Tribunion Boréal, la dernière édition, au Château Bailly en Gaspésie. C'était vraiment... Il y a un petit documentaire là-dessus que vous pouvez aller voir. Puis l'autre édition d'avant, mais là, est en 2019. C'était à La Patrie. Donc, c'est tous les 4 ans, ouais, c'est ça? Pas tous les 4 ans, c'est comme une comète, ça passe aux 4 ans. Non, en fait, on n'était même pas supposé en refaire un deuxième, tu vois. Fait que la décision s'est prise, puis on s'est dit, pourquoi pas, avant qu'on soit rendu trop vieux. Mais ça aussi, c'est un beau projet que de dire, on réunit... Mais lui, on l'a travaillé quasiment 2 ans de temps, là, de monter. On réunit des collectifs un peu... des collectifs qui sont très ancrés, qui sont là depuis longtemps, qui font vivre la free party depuis longtemps au Québec. Je trouve que c'est une jolie démarche. Mais peut-être qu'aussi à l'époque, il y avait peut-être... Enfin, parce que maintenant, les collectifs se multiplient un peu partout. Ouais. Et... C'est comme les DJ. Ouais, c'est comme les DJ. Tout le monde va avoir un collectif. Peut-être qu'à cette époque, vous étiez aussi un microcosme, mais tout le monde se... T'imagines, parce que tu as rencontré des mecs de la free party en France, et puis Crystal Distortion, et puis... Enfin, vous étiez quand même un plus petit microcosme, et c'était peut-être plus facile de se rencontrer les uns les autres, j'imagine, non?
Ou de... Akhenaton du groupe IAM, il disait, hein, le monde est petit, mais la famille est grande. Ouais. Exactement. Puis il avait raison. Là, quand tu te ramènes à travers le globe, encore à revenir à l'exemple des fourmis tantôt, qu'on communique comme des fourmis, mais aussi tu te rends compte qu'on suit tous les mêmes chemins comme des fourmis. Là, quand tu voyages dans certaines zones du globe, il y a tout le temps les places un peu incontournables que les gens de la tribe underground vont poser leurs pieds. Ouais. Ouais. Mais non, mais Et du coup, là, c'était quelle année, Tribunion, pour qu'on se repère le un petit premier, peu? c'était en 2019, puis Ok. lui, c'était l'année dernière, en 2024. Ah oui, donc c'est Mais assez sinon, récent quand même. ok. Sinon, au Mexique, il y a lieu chaque année. Là. Ouais. D'accord, ok. Ouais, au Ok, Mexique. c'est une édition... L'État de Guerrero, pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est où est-ce que c'est Acapulco, là, donc sur la côte ouest. Ok. En fait, Pied de la Cuesta, c'est comme, je crois, 1h30, 2 heures, dépendamment du trafic, au nord d'Acapulco. Ok, d'accord. Ouais. Yes. Et comment tu voyais... parce que du coup... dans tout ça, la promotion de soirée, le métier a pas mal évolué. Le fait d'organiser des soirées, ça a pas mal évolué. Et puis le métier de DJ, j'imagine, ça a pas mal évolué. Ça a tellement évolué que toi, il y a une... parce qu'on n'en a pas parlé dans ta présentation, mais il y a une quinzaine d'années, t'es allé jusqu'à créer ton école. Ouais, la DJ School. Pour apprendre... Non, mais parce que ça, c'est quand même un monde important. C'est que tu es passé de l'organisation de free party à la création d'une école pour apprendre le métier de DJ. Ouais. Et, Regarde, l'école, elle a été officiellement créée fin 2010, mais tantôt, je te parlais dans la deuxième moitié des années 2000, l'époque du 16-19 William. Il y a beaucoup d'amis qui savaient même pas mixer à l'époque puis qui ont été formés là par la Ok. bande. Donc, dans mon loft, on avait un kit de DJ, puis je montrais par passion à des amis proches. Je les initiais au DJing, puis à cette époque-là, j'avais ce que j'appelle mon petit grimoire du DJ. J'écrivais vraiment toutes les techniques qui se développaient, que je trouvais, qu'on se partageait ou que j'inventais, ou peu importe. Je mettais ça là-dedans, dans ce petit recueil-là. Et puis de là, c'est créé de fil en aiguille un petit peu, si tu veux, une certaine méthodologie pour être capable de faire du contenu. Puis, mais tu avais déjà cette pédagogie à l'époque, tu avais déjà cette envie parce que tu as plein de DJ qui aiment pas trop révéler ni leurs skills, ni donner exactement. Puis moi, ni je donner viens leur son. vraiment pas de cette époque-là. Moi, j'adore partager les techniques, les C'est rare, skills c'est assez et la rare. musique aussi. Il y avait même des DJ à l'époque vinyle qui cachaient vraiment Oui. les labels sur le vinyle, pas que tu t'étires le nez puis que tu prennes des notes. Là. Exact. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas Shazam. Là, tu dois savoir c'est quoi la track. Ouais, fallait Mais que guetter le vinyle. fallait que tu ailles stalker. Là. Ouais, Fallait spy un peu. Tout à fait. Fait qu'il y en a des DJ, ils n'aimaient pas ça. Tu sais, à l'époque, vraiment, une collection de vinyles, c'était sacré, c'était ton code génétique. C'était beaucoup de recherche, hein, du crate digging. Il fallait que tu prennes des week-ends complets des fois pour trouver des pépites. Et puis, il n'y avait pas de Shazam à l'époque. Maintenant, rien à battre, bro. Tu vas pas me dire ta track, je la Shazam, puis je vais la chercher. Ouais, c'est ça. C'est ça, on est dans un autre tableau, là, la génération fast-food. Maintenant, les tracks, ouais, gros, moi, c'est sorti il y a 3 mois. Ah ouais, moi, c'est sorti il y a 2 jours. Ah ouais, moi, elle va sortir demain, la mienne. C'est ça, tu vas avoir du stock vraiment à jour récent, mais à l'époque, Oui, maintenant pour que ce soit... tu vas avoir des classiques, même si elle a 3-4 ans, la track est encore bonne. Parce que pour qu'il y ait de Oui. la rareté maintenant, les DJ font l'inverse, elles sont unreleased. Oui. C'est qu'il y a beaucoup de DJ qui maintenant disent je la sors pas et Oui. vous l'aurez Exact. jamais. Voilà. Et du coup les gens sont là non. Tout à fait. Et souvent en plus c'est des assez gros bangers de leur set. Ouais. Pour justement peut-être conserver un peu cette rareté. Ben, c'est ça, ce côté de génétique musicale-là. Parce Ouais. que sinon, on se ramasse que c'est facile d'aller dans un top une chart 100 ou un top 10, puis tu te ramasses le DJ, 2 DJ avant toi, il a joué la track. En fait, c'est ça. Tu peux te retrouver à perdre un petit peu, comme tu t'expliquais, l'ADN des DJ aujourd'hui, où avec tellement de plateformes, même de streaming, où tu peux te prendre un top 100, top 10, tel style musical, et tu vas dire, tu vas peut-être pas faire la différence entre les. C'est pour ça, c'est important, je pense, tout le côté recherche, des fois, de sortir ça du top 100, top 10, puis de pas juste aller, je sais que tout le monde va sur Beatport, mais il y a tellement d'autres plateformes que tu peux aller chercher. Puis, Aller sur Bandcamp. Exactement, ça rémunère beaucoup mieux les artistes. là, Ouais. exactement. Puis ça leur donne, tu parles, c'est une certaine éthique que tu veux que des sous aient à l'artiste pour le supporter, même Bandcamp, that's the place. Mais c'était quoi ton déclic à un moment donné pour te dire, tiens, je crée une école, et est-ce que tu as... Parce que est-ce que tu as moi, perçu une premièrement, certaine évolution, une certaine... Moi, j'étais enseignant de musique, là. J'enseignais la guitare, la percussion, le drum. Et puis, de fil en aiguille,
Surtout quand je suis revenu d'un de mes voyages sur la côte ouest au BC, je marchais dans la rue, puis j'ai vu là, la première fois de ma vie une école de DJ officielle. Je passais devant, puis c'était écrit « Wow, une DJ School Okay. ». Ça m'a déjà semé une graine à l'époque. J'étais comme « Wow, c'est cool. Une école de DJ ». Et puis là, après, j'étais revenu au Québec, puis je continuais d'enseigner la guitare à cette époque-là à la boîte à musique, avant qu'il déménage dans le Vieux-Port. Il était sur la rue Ontario, proche de chez nous. Puis ma copine, à l'époque, elle disait « Hey, tu devrais passer, tu parlais, tu avais vu une école de DJ, un HADS pour donner les cours, tu montrais au monde dans le temps d'un loft, il trippait, puis j'étais comme « Why not? » Puis je m'y ai mis dans ce temps-là, je passais mes annonces sur Kijiji, puis là, j'avais plus de demandes que pour les cours de Git. J'étais comme, ah, wow, puis je trippe plus à enseigner le DJing que, tu sais, montrer à faire un accord de la mineur à un débutant, placer ses doigts après pour faire un accord barré de fa. C'est comme, c'est compliqué, puis c'est pas toujours une grosse partie de plaisir. Puis montrer du DJing, j'avais beaucoup plus de plaisir à enseigner ça que de la Git. Et puis, ben là, de fil en aiguille, j'étais comme, ah, c'est cool, j'ai de la demande. Puis j'ai commencé de là à... En fait, transmettre mon petit cahier de grimoire du DJ que je te parlais tantôt. Puis là, j'ai commencé à structurer un petit peu plus la méthodologie puis les plans de cours. Là, tu vois, maintenant, aujourd'hui, on est à 15 ans, l'école qu'elle existe. Puis on offre une formation à ce jour de 60 heures. Là. On a 20 cours avec des PDF. Des fois, il y a 20 à 30 pages par cours de PDF. De toute façon, Gab, toi, tu sais très bien, ayant fait la formation complète. Exactement. Puis toi, tu as fait la dernière version là, de DJ School. La dernière version. Parce que, tu sais, elle a tellement évolué au fil du temps qu'on est rendu, mais maintenant, en 2025, on enseigne plus que j'enseignais en 2011-2012. Il y a des trucs que je parlais à l'époque que je parle plus, puis il y en a que je parle maintenant que je n'aurais pas parlé à cette époque-là, donc... Mais c'est vraiment un cours très structuré, mais c'est ce que je te disais en off avant de commencer l'émission, c'est que tu par rapport à plein d'autres DJ... c'est une démarche qui peut faire un peu ovni. Enfin, tu peux faire un peu ovni dans le monde du DJing parce que toi, t'es vraiment issu du milieu underground. T'as commencé sur tes tables tournantes. T'as commencé dans un milieu qui finalement reste encore très attaché à ses valeurs et avait pas. Il y a plein de DJ de ces milieux-là qui n'ont pas envie forcément que ça se démocratise plus que de raison. Effectivement, maintenant, le commercial c'est devenu un gros mot. Le bouton sync c'est devenu un gros mot. Ouais. Toi, comment tu vois un peu parce que c'est vrai que toi, je trouve que t'es hyper ouvert sur... moi, je vais vous apprendre à beatmatcher. Moi, je vais vous apprendre tout ce que je sais, tout ce qu'un loup de mer doit savoir sur le métier de DJ. C'est ça, tu sais, parce qu'on a même un cours complet, tu te souviens, sur le beatmatch, qu'on cache les cadrans, puis tu travailles 100% juste avec tes oreilles. Mais par contre, je vais vous apprendre le tone play, je vais vous apprendre... Puis je vais vous apprendre aussi à vous en servir du sync correctement. Il y a une façon je vais vous apprendre à mixer un peu ce qu'on mixe maintenant, à faire des mais tu sais, la formation aussi, à vous adapter à l'époque, quoi. Comme tu l'as vu, tu en parlais tantôt, on va aussi parler d'histoire musicale. On parlera pas juste de comment enchaîner des mix, des morceaux, mais il y a une partie d'histoire aussi, beaucoup de trucs étant pédagogue, professeur de musique, que j'ai amené des trucs de méthodologie de musicien à travers l'instrument DJ. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste appuyer play puis faire des mix, fade in, fade out. Non, il y a toute une technique en arrière de ça, puis un savoir de musicien qui vient avec, qui va faire que tu es un bon DJ ou un grand DJ ou juste un DJ du dimanche, tu sais. Bien sûr. Mais effectivement, on peut pas... Tu vois, l'évolution des technologies, je trouve qu'on peut jamais dire c'est bien ou c'est pas bien. Genre, il y a vraiment... Effectivement, il y a des DJ qui deviennent très complaisants. Maintenant, il y a des DJ qui font ce que tout le monde fait, qui suivent la tendance. Maintenant, on en parlait il y a 2 semaines... parce que justement les DJ filles souffrent un peu des fois de cette image, mais il faut se montrer un peu plus sur les réseaux sociaux. Il faut d'abord, t'as l'impression qu'il faut d'abord créer une crowd sur tes réseaux sociaux avant de juste peut-être. Mais c'est une autre époque. Toujours dans nos line-up, dans nos soirées, on a tout le temps eu une place, un volet pour les DJ filles justement, les mettre de l'avant. Tu sais, il y a beaucoup d'événements que tu vas, puis je trouve que ça pas lieu d'être que tu vois des line-up juste des gars, par exemple. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est vrai que c'était notre sujet de discussion on n'est pas de la en train semaine de dernière. faire, je sais pas moi, un sport. Mais tu souffres de ça aussi parce que tu as plein de gens qui vont se montrer sur les réseaux parce que c'est normal de suivre la tendance, c'est normal de prendre le train en marche. Et puis du coup, qui vont se faire un peu assassiner
L'image maintenant, disant, l'image c'est vraiment rendu super important, faut pas se le cacher. L'image, la présence sur les réseaux sociaux. Tu sais, à l'époque, t'en avais même pas de réseaux sociaux, le DJ de l'époque. Puis, Parce que tu fais aussi un cours sur OBS, et ça, je l'ai trouvé intéressant en disant, si vous voulez faire des lives, si vous voulez, il y a aussi une partie parce sur que c'est important, comment gérer ta communication. Parce que bien sûr, c'est ça ta carte de visite maintenant pour un promoteur. Un promoteur, lui, il va être vraiment intéressé à voir non seulement qu'est-ce que tu mixes et comment tu mixes, mais qu'est-ce que tu dégages en arrière des tables. En effet, parce qu'on va en parler, là, être un bon DJ, c'est d'abord et avant tout avoir une bonne sélection musicale. Ça, c'est la première des choses. Mais ensuite vient, puis mes 10 ans de tournée et de band et tout m'ont apporté ça aussi, le côté spectacle de scène, l'interaction avec la foule, comment tu les regardes, comment tu bouges, qu'est-ce que tu dégages. Même, je pense à un projet que j'avais avec Matt Mobius, qu'on a eu pendant quelques années, Animus Airlines, ça s'appelait. Puis pour moi, c'était vraiment ultra méga important, le côté spectacle qu'on avait. Mais vous n'étiez pas déguisé justement en pilote d'avion? Exactement. Mais écoute, oui, j'ai vu des photos. Ça, c'était une des gigs. Des fois, on était déguisés en chimiste, des fois en reporter de nouvelles, tu m'avais montré des photos. Donc ça, c'était le côté spectacle. Vraiment, à chaque spectacle, on avait une thématique. Là, donc, c'était comme un peu orchestré d'avance de qu'est-ce qu'on allait faire comme scénario pour cette gig-là. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de quand même important à travers ce projet-là qui était... Donc, il y a tout ce côté-là, la sélection musicale, le côté prestance de scène, puis finalement, vient la technique. Puis c'est ces 3 grands volets-là ensemble qui vont faire que tu es un grand DJ, et non seulement juste un bon DJ, mais un grand DJ, c'est tout ça. Puis ensuite, aussi, les réseaux sociaux en parallèle à tout ça. Donc, ta présence sur les réseaux sociaux, ton image, comment est-ce que tu vas enrichir ton contenu. C'est important quand tu vas jouer d'avoir... Tu sais, ton ami qui vient sur la guest list que tu invites, mais cette personne-là, tu devrais dire yo, tu prendras des photos, des vidéos pendant que je mixe. Puis ça vient créer. Mais après, du contenu que tu peux mettre sur ta page, mais ouais. Normalement, c'est moi qui fais ça. Mais... Ben voilà, je te lève ma casquette. Bon, attends. Je le fais peut-être pas encore assez bien, mais oui. Au moins, tu le fais, tu sais, puis ça fait du contenu. Puis mais après, c'est vrai, ouais, bien entendu. C'est vrai que c'est difficile parce que je le laisse pas profiter de sa soirée. Fait que tu sais, ça, je pense que c'est super important. Puis enregistrer des sets, puis comme ça, mais si tu veux jouer dans des événements, ça se fait pas en criant ciseaux, là. Mais parce que c'est vrai qu'on n'est pas là. Justement, ce que je trouve intéressant. Enfin, c'est pour ça que je trouve. Je te trouve intéressant là-dessus, Pete, c'est que t'as su un peu t'extraire de ça et t'es en disant ben non, moi je m'ouvre à tout et je suis hyper ouvert et finalement ça marche parce qu'il n'y a pas que des gens qui choisissent la facilité, puisqu'il faut quand même venir 60 heures à tes cours, il faut quand même avoir envie d'apprendre de la technique et de s'entraîner chez soi. Mais alors que maintenant avec l'ère de YouTube, maintenant tu peux même apprendre à produire une track juste en regardant des tutos YouTube. Moi, même à mes élèves, je leur suggère, là, au moins, on a dans notre PDF une dizaine de bons sites YouTube. Là. Je suis comme, tu sais, aller le voir. Je pense à DJ Carlo, par exemple, donne des super de bons tutoriels. Exact. Tu sais, je prétends pas avoir la science infuse et absolue, là, mais tu sais, il y a tellement d'outils parallèles, il y a tellement de chaînes de merde aussi. Tu sais, il y a tellement de bonnes chaînes. Puis go for it, allez-y les boys, puis revenez au cours avec des questions, puis on va travailler ça ensemble. Je veux dire, il y a tellement de branches du DJing, ceux qui baignent dans la techno house, ils pensent que c'est ça le DJing, mais c'est tellement plus large. On a le DJ radio qu'on parlait tantôt, mais on a les DJ, je pense au festival Fuego qu'on parlait hier, toute la scène latino, reggaeton et tout, que quand on baigne juste dans la techno, l'underground et tout, on y pense pas, mais ça, c'est vraiment des grandes scènes qui existent, puis c'est des techniques de DJing complètement un autre style de jeu de mix. Et puis il y a tout le côté hip-hop urbain aussi qui existe, ou la musique antillaise, je pense au zouk, au compas, toute la... C'est encore d'autres techniques de mix. Toute la culture haïtienne, il y a beaucoup. Il y a pas juste nous qui fait le party avec la house qui triple, il y a plein d'autres cultures puis de courants musicaux qui viennent suivre le cours. Puis que... Mais écoute, en 15 ans, j'ai su vraiment m'adapter à chacune de ces techniques-là, pour être capable de vraiment leur livrer qu'est-ce qu'ils ont besoin en sortant du cours pour être capable de livrer la marchandise. Mais du coup, tu vois qu'il y a quand même de plus en plus de gens. Ah ouais, il y a quand même de plus en plus de gens. Comment tu vois cette démo? C'est toi qui as vraiment connu plein d'époques différentes. Moi, je vois que c'est vraiment cool. Tu sais, le DJing, c'est comme n'importe quel instrument de musique. C'est une bonne façon de s'exprimer, de s'épanouir. Puis why not, là, tu sais, je veux dire... Pourquoi que, tu sais, c'est pas parce qu'il y a plein d'écoles de musique qui enseignent la guitare qu'on a plein de monde
vont jouer sur des stages guitaristes. Il y en a qui apprennent ça vraiment par hobby ou pour le plaisir, puis d'autres, ça va être pour partir de la disco mobile. D'autres rêvent de jouer au beach club. Chacun ses rêves et aspirations. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Puis pour ceux qui ont suivi le cours, là, tu peux en témoigner que c'est vraiment... après, quand tu embarques en arrière des tables, tu comprends vraiment plus comment pouvoir t'exprimer, comment ça fonctionne. Puis... Mais c'est pour ça que je dis que les gens ne recherchent pas forcément la facilité, quoi. Je veux dire, Ouais. Cherche à comprendre comment... Tu sais, parce qu'après, là, le DJ du dimanche, là, tu peux mixer sans venir prendre de cours et tout, là, en regardant quelques vidéos tutoriels sur YouTube, puis tirer ton épingle du jeu, puis être ce que j'appelle un DJ du dimanche. Là, tu vas le faire par hobby, puis tout, mais si tu veux vraiment amener ça à un autre niveau, d'aller suivre une formation avec des pros bien structurés qui vont te donner des exercices, des devoirs, puis qui vont pouvoir t'amener à un autre niveau que t'aspires devenir en te prenant la main un petit peu puis en te montrant comment débloquer certains trucs. Là. Et puis t'apportes ce côté... mais ça doit être ton... Ça doit être ton côté... Tu transmets vachement ta culture et on fait pas mal de cours sur... Tu apportes de la culture musicale. Et ça, je trouve que c'est important. C'est qu'au-delà de la technique, tu dis aussi aux gens, il faut que vous vous intéressiez. Tu donnes des noms de grands DJ, vraiment de gens qui ont fait avancer le phénomène, qui ont fait avancer... Et ça, c'est bien. Tu as une partie un peu historique. Ouais, historique, c'est comme à l'école. On a les cours parce que tu as des gens qui s'y intéresseront jamais et qui finalement de maths, qui n'ont pas une culture musicale, une culture de la musique électronique en tout cas. Tout à fait. Tu vois, savoir d'où ça vient et effectivement et ça marche parce que j'imagine que vous avez beaucoup d'élèves maintenant. Vous êtes à chaque fois complet, non? Ouais, ça marche, je veux dire, on est complet, c'est des petits groupes quand même qu'on a, c'est toujours un groupe, je te dirais, entre 4 et 8 personnes. Oui, tu gardes ça quand puis même maintenant, on offre aussi le online, donc le cours il est streamé en direct, puis ça permet que des gens, des fois, de l'Abitibi, de la Gaspésie ou même de France, on en a de France, notre cours il est normalement de 6h à 9h le soir. Fait que ça, en France, c'est quand même de minuit à 3h du matin là, pour ceux qui suivent d'Europe. Puis il y en a. Mais on peut les suivre en rediffusion, ça c'est pas mal. On peut les suivre en rediffusion aussi. T'es pas obligé de te coucher à 3h du matin tout le temps. Si tu manques un cours, quoi que ce soit, tu peux l'écouter en rediffusion. Si t'es en présentiel, tu peux pas te déplacer un soir, tu peux l'écouter en streaming. Puis on est quand même bien rodé. J'ai tout le temps quelqu'un à la régie qui gère les changements de plan, qui répond aux questions dans le chat. Mais c'est vrai que ça doit être pratique. Contrairement à d'autres formations que tu peux trouver en ligne, au moins là, toi, physiquement, tu t'offres le matériel pour que les étudiants s'exercent. Exact, parce que du préenregistré, faut pas, c'est bon, mais c'est pas comme du live. Du live, tu peux interagir en temps réel, puis c'est beaucoup plus organique là, comme façon de... Ouais. Ah oui, là, vous avez... pédagogie beaucoup plus organique là, que du préenregistré. C'est d'autres genres de contenu. C'est bullet points straight to the point, mais là, on a quand même 3 heures de cours en live, en direct. Et puis, tu as beaucoup de matos, tu as beaucoup de matériel aussi à la DJ School. Hein. On a beaucoup de matériel, c'est tout du haut de gamme qu'on travaille avec. Donc, ce qu'on va retrouver dans les festivals, les grands clubs. Là. Oui, c'est une bonne porte d'entrée, surtout pour ceux qui commencent et qui n'ont pas l'occasion, par exemple, on va dire, de pratiquer sur des CDJ, parce que ça a un certain prix, et c'est pas... Exactement. Et c'est pas n'importe quel DJ débutant, surtout, qui peut se permettre de les triturer une première fois. Et... Non, c'est ça, puis d'apprendre le cours dessus aussi, la formation, ça fait que quand tu vas arriver, par exemple, salon d'Aumé, bar la shop, name it, mais tu as déjà fait ta formation là-dessus, fait qu'au moins tu sais un petit peu plus où tu t'en vas. Je suis entièrement d'accord, parce que pour avoir expérimenté une première fois dans un... c'était par la shop, quand tu arrives pour la première fois derrière les platines et que tu n'as jamais touché de ces DJ, ça peut être stressant. C'était les 3000. La seule référence que tu peux avoir, c'est un petit contrôleur Pioneer Flex 4. C'est ça. Mais toi, tu avais déjà des 2000 à la maison. Ah oui, mais... Vendu par Pete en plus. Vendu par... oui, carrément. Ça ressemblait quand même un petit peu. Non, ça ressemblait un petit peu, mais heureusement, parce que sans ça... Si c'est ta première interaction, t'es un peu perdu parce que mine de rien, entre le matériel professionnel et malgré la très grosse qualité du matériel que Pioneer peut donner aujourd'hui sur des contrôleurs un petit peu plus accessibles quand même. Comme on parlait du AZ tantôt, qui s'est rendu signé Alpha Theta, c'est ce qui est devenu Pioneer DJ. Là. Oui, tout à fait. Alpha Theta, puis qui sont Recordbox, qui ont racheté Serato. C'est vrai que vous avez le dernier maintenant à la DJ School. Vraiment très très cool la machine à travailler. Là. Mais oui, encore une fois, tout le monde ne va pas pouvoir. C'est super sympa que vous pouvez prodiguer ça à vos élèves parce que
C'est une chance de pouvoir s'exercer sur ce genre de matériel. Puis aussi, on a des gens, même pas élèves de l'école, qui viennent louer les cabines de pratique, comme par exemple, quand ils vont avoir, ils ont des gigs au pique-nique électronique, ils viennent, ils louent la station pour 1-2 heures, ils vont pratiquer leur set, mais en même temps, ils vont se familiariser avec l'équipement sur lequel ils vont jouer. Ça fait en sorte que tu arrives sur les machines, tu es beaucoup plus à l'aise que... Et je peux donc comprendre, si tu n'as jamais touché à ça de ta vie, tu arrives pour une première fois en pleine gig avec du monde, c'est certain que tu n'oseras pas commencer à explorer puis toucher à des fonctionnalités avec lesquelles tu n'es pas trop familier. Là. Ouais, bien sûr. Donc pour toi, effectivement, c'est une bonne chose que tout ça se démocratise finalement. Enfin, toi, tu vois ça d'un bon œil. Moi, je vois ça d'un bon œil. Puis tu sais, je reste même encore là. Regarde, je m'abonne à des cours, à des écoles en ligne. Puis j'ai suivi la formation de James Hype, Laid by Klug. J'avais fait le Qbert Scratch Academy à l'époque. J'ai été explorer, je m'avais abonné à l'époque, pas à l'époque, à l'école de Pete Tong avec Carl Cox. Puis je regarde énormément de tutoriels, de chaînes YouTube, TikTok, Instagram. J'ai plein de livres de DJing que j'achète, que je lis, ou des blogs. Fait que tu sais, de rester toujours up-to-date parce que la technologie, elle va tellement vite que, je veux dire, sinon tu vas rester pris dans des vieux patterns. On en parlait tantôt, tu sais, du monde qu'ils ont peur d'appuyer sur un sync. Mais ils diront pas qu'ils ont peur ou qu'ils osent pas. Ils vont plus dire « Ah non, moi un sync, je me sers pas de ça. » Ben ouais, mais bro, on est en 2025, là, je veux dire. À un moment donné, on a passé d'un tournevis à une drill électrique, là, tu sais. C'est pour toi d'être menuisier, c'est de prendre un tournevis, mais go for it, man. Regarde, il y a une drill, puis on va apprendre comment s'en servir. Et puis, rien n'enlève que pour moi, c'est vraiment essentiel. Les gens qui viennent suivre la formation, on a, comme je disais tantôt, un cours de 3 heures complet là-dessus. L'art du beat matching à l'oreille. Oui. Puis ça, pour moi, c'est comme quand j'enseignais la guitare, là, je disais pas aux élèves, prenez pas d'accordeur. Mais non, il est là, l'accordeur, sors-toi-en pour t'accorder. Mais quand même, j'avais des cours qu'on va développer ton oreille à t'accorder sans accordeur. Puis je vais te montrer comment accorder une guitare à l'oreille. Ça, c'est la même chose en DJing, quand on te montre à accorder, en fait, 2 BPM à l'oreille. Ça, parce que imagine, tu fais un show. Ouais. Je sais pas, tu passes au pique-nique, mettons. Ouais. Tout d'un coup... Pour X raisons, ton affichage est pas cohérent. Faut que tu tombes en mode manuel, mais t'es basic. Et que t'es en mode... c'est ça le truc, c'est que tu peux pas faire toujours confiance à la technologie. C'est non, impossible. et puis même le sync pour ceux qui l'utilisent. On a vu, c'était qui l'ex à Elon Musk, là, comment qu'elle s'appelle Grimm. Grimm, right? Bon, le meilleur exemple, voilà. En effet. La pauvre. Ça s'est mal passé, hein. Non, mais la pauvre, c'est qu'elle, en plus, elle a arrêté le son pour prendre le micro puis se justifier vraiment à ne pas faire. Oui. Si jamais ça t'arrive, mais regarde, fais comme si de rien n'était, puis enchaîne l'autre morceau, puis 80% du monde s'en auront même pas rendu compte. Ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est ça, c'est un sacré bon exemple. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis surtout avec la drum and bass, parce que la drum and bass, ce qui se passe, c'est que tu vas rentrer dans les divisions par 2. C'est-à-dire, ta track à 170, par exemple, mais le BPM Counter, lui, peut t'écrire 85 aussi. Oui. C'est-à-dire qu'une track qui va être à 86, si tu appuies sur Sync, mais là, il va la doubler puis il va l'amener à 170. Et puis là, la track, elle va sonner comme 2 fois plus rapide que la vitesse normale. Puis c'est un peu ça qui s'est passé avec elle. Oui, en effet. C'est pour ça que c'est important de savoir aussi se servir d'un sync. Tout à fait, exactement. Ouais. Et je pense, comme tu le disais, tu l'enseignes aussi un petit peu justement dans ta formation. S'en servir à bon escient. Et pour tous ceux qui ont déjà un petit peu touché aussi un petit peu à du DJing, tu peux pas faire confiance au bar d'une track. La grid, vraiment, c'est là, tu sais, à la base. Combien de fois sur Recordbox si ta grille n'est pas correcte avec l'attaque de ton premier... En plus, elle est jamais exactement correcte. Elle est rarement très correcte. Elle est rarement exactement correcte. C'est pour ça que, tu sais, savoir piloter en mode manuel, là, tenir la barre des commandes sans que toutes les... Tu sais, je pense aux voitures, moi. Je pense aux voitures qui se garent toutes seules. Maintenant, tu as des voitures qui font des créneaux toutes seules. Ah ouais. Mais c'est impossible. Tu peux pas faire confiance juste. Et il faut que tu saches faire un créneau... oui, bien sûr. Imagine. Même des fois, moi, je me stationne, je loue des communautos, ils n'ont pas toutes les caméras de recul, tu sais, puis moi, je me parque à la old school, puis il y en a qui sont comme, aïe, tu fais donc bien tes stationnements en parallèle. Obligé, moi, je viens de l'époque où il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de signe, puis tout ça, tu sais. Après, s'il y a une caméra de recul, cool, je vais aimer pouvoir m'en servir, mais si n'est pas là, la caméra de recul, comme le sync, j'ai aucun problème. Et moi, j'avais une petite question, je voyais un petit peu certains qui théorisent l'émergence de l'IA, tu vois aussi, qui pourrait intégrer des logiciels tels que Recordbox ou autres, avec vraiment des propositions. Alors ça peut faire un peu peur, mais où c'est presque l'IA qui va te
pré-mâché. Te guider dans les choix des tracks. Te guider dans les choix des tracks. Honnêtement, moi, comme je t'ai dit tantôt, je suis de l'école de ceux qui regardent vers la technologie, puis les syncs, faut savoir s'en servir. Autant que ça, faut savoir s'en servir. Moi, je pense que ça peut être vraiment intéressant, sans que tu deviennes dépendant de ça, puis que ça monte ton set à ta place. Mais des fois, de te donner des courants d'inspiration où aller. Parce que, regarde, moi, je pense à ma librairie. Je pense que j'ai pas loin de 20 000 tracks là, dans ma librairie. Il y a des trucs des fois que je pourrais passer à côté, puis d'avoir des outils comme ça qui pourraient me le ramener dans mon menu de sélection, pour faire « Ah oui, cette track-là, c'est vrai que... » Puis l'AI, il n'est pas juste là, tu parles pour la sélection des tracks, mais aussi, on va parler des stems, S-T-E-M. Exact. Ça, c'est au lieu d'avoir tes fréquences bass, mid, high, c'est un petit peu comme le multipiste en studio. Donc ça va te permettre de séparer tes drums, tes vocales et tes mélodies. Puis avec ça, je pense que c'est vraiment le DJing de demain. On ne mixera plus vraiment avec les fréquences, mais avec les stems. Oui. Ça te permet vraiment d'amener ton mix vraiment des trucs intéressants parce qu'à l'époque, ça te prenait absolument une acapella pour faire un vrai mash-up propre. Mais maintenant, on peut faire... Tu peux aller extraire vraiment certains sons très précis. Ben, c'est nouveau, là. Ça fait comme 1 an et demi que c'est sorti vraiment les stems. Parce que Traktor, il le faisait depuis longtemps, mais il fallait que tu les achètes du producteur. Exact. Maintenant, comme tu dis, ça fait pas si longtemps que ça que... Toi, même si tu veux pas rien abattre, man, je prends ta track puis je vais la stemper. Les boutons sont carrément maintenant dédiés sur les contrôleurs. Exactement, c'est ça. Ton bass mid-high, tu peux te transformer en drum, mélodie, vocale, si tu veux. C'est peut-être pas encore tout à fait au point. Exactement ce que j'allais dire. On est encore nouveau là-dedans. Mais on va probablement... Personnellement, je trouve ça vraiment intéressant, mais je suis pas encore au point que je m'en servirais dans mes sets. Mais on en parle dans la formation, bien sûr. Et puis, je crois vraiment que dans un futur très rapproché, parce que ça, on l'a juste sur l'ordinateur, cette technologie-là, mais dans un futur très rapproché, il va l'avoir sur les nouveaux mixeurs, ça va de soi. Ouais. Dans quelques années, parce que les AI, ça va tellement vite. C'est autant dans... On pense à ChatGPT, mais c'est pas juste ça. C'est autant dans la photo, la vidéo, puis le DJing n'y échappe pas, puis tout le côté production musicale. Puis, ces intelligences artificielles-là, ça va exponentiellement se développer très, très, très rapidement. Là. Puis, fait que ça, on n'est pas à la version bêta non plus, mais on est vraiment, c'est pas encore, comme tu dis. Mais ça s'en vient. Ouais. Mais forcément, on perdra quand même, je pense. Hein. Tu sais, la technologie va tellement avancer que forcément, on perdra... du côté authenticité. Du côté old school et du côté... Oui, mais je pense que tu l'auras toujours. Il y aura toujours ceux qui vont, entre parenthèses, un peu refuser ça. Tu vois, on parlait de la voiture tout à l'heure, je sais pas. Je pense que les nouvelles générations reviendront plus pour voir, à des choses comme on a connues. Pour voir, si tu veux, un petit peu... Alors, sans faire la vieille, hein, mais... je le vois d'un œil lointain parce que ça fait un bout de temps, en tout cas, par exemple, que je suis pas allé dans une free, notamment en France. Mais j'ai des amis qui continuent à y aller. Et sur les vidéos que je vois, c'est assez drôle. C'est encore beaucoup la culture du vinyle qui est restée ancrée, notamment dans les milieux un petit peu hard-tech, où il y a cette volonté de rester ancré sur le vinyle et d'essayer ou alors de jouer avec du matériel old school, parce qu'on n'a pas l'argent pour se payer des CDJ. Mais il y en a encore des DJ, vinyle, puis encore ramener le stéréo After Hours. Il y a encore des tables tournantes là-dedans. Ouais, voilà, des DJ qui ne jouent que vinyle. Puis, ça, je trouve ça mais c'est intéressant. Parce que, la vente du vinyle, là, c'était en 2023 ou 2024 que la vente du vinyle avait dépassé toutes les autres ventes. Ben écoute, tu vas sur Mont-Royal, là, au 33 tours, là. Samedi après-midi, c'est pas rare que tu vas attendre en file pour payer ton vinyle. Là. Oui. Tu sais? Oui, tout à fait. Fait qu'il y en a encore beaucoup, mine de rien, des vieux mohicans qui ne jurent que par le vinyle. Et puis les gens y retournent. Les gens y retournent. Nous, on a pas mal d'amis... moi, j'avais pris un cours avec toi, Pete, pour apprendre à mixer vinyle, parce qu'il y a des tracks, et on a beaucoup d'amis comme ça, il y a des tracks que tu peux pas trouver en dehors du numérique. Donc, ouais, tout à fait. Et puis les gens retournent à quelque chose de plus authentique. Je sais pas si c'est les années Covid qui ont fait ça, mais les gens, un peu comme... on parlait de ça sur les métiers du manuel, il y a beaucoup de gens qui retournent à des choses... Des choses plus essentielles, des choses plus authentiques, qui retournent un peu aux bases, quoi. Donc, mais c'est intéressant d'avoir des personnes comme toi qui
voient pas ça d'un mauvais œil. Parce que des fois, je trouve que parce qu'après les gens le sont vinyle, assez critiques. c'est quand même cool, mais on s'entend qu'après, je sais pas, 150 fois que tu l'as joué, il va avoir perdu de sa qualité, il peut se rayer, il peut onduler avec la chaleur. Il y a plein de variantes qui font en sorte que... mais il y a toujours cette magie-là de sortir de la pochette, de mettre l'aiguille dessus, d'avoir l'odeur d'un vinyle. Bien sûr. Il y a quelque chose de quasiment mystique. Là. Oui. Ouais, clairement. C'est le support que depuis la nuit des temps, là, depuis... c'est 1948 que ça l'a sorti, les premiers vinyles. Les premiers vinyles? Ah ouais. Avant, c'était une autre matière. Là, le nom m'échappe tout le temps. Là, mais puis le signal était juste mono. À partir de 48, le micro-sillon, qui est le vinyle. Puis, tu as des trucs, des fois, qu'il n'y a pas une aiguille qui s'est posée dessus pendant quasiment 50 ans, que tu vas trouver d'une vente de garage, puis tu redonnes une deuxième vie au vinyle. Il y a tout ce côté-là que je te disais tantôt, mystique d'un vinyle. Ouais. Oui, et puis écoutez, on avait déjà abordé ça, je sais plus avec quel invité, mais écouter ton vinyle tourner où tous les speakers sont éteints, tends l'oreille vers l'aiguille et tu vas entendre tu vas entendre la tune sortir physiquement du vinyle. Même sans speaker. Là, sans speaker. Mais je pense que c'est moi qui l'ai expliqué ça, mais c'est parce que je pense que c'est Pete qui m'a expliqué ça pour mon cours. Ça se peut, ouais. Et je pense que c'est moi en fait, tu l'entends. Je me rappelle. T'entends, tu peux couper et t'entendras quand même. Tu colles ton oreille, c'est ça, sur l'aiguille et tu vas entendre non amplifié, évidemment. C'est le principe d'un gramophone, en fait. Exactement. Et ça, comme tu dis, je trouve que c'est un petit peu mystique de dire qu'avec des sillons et une petite aiguille, on va réussir à te ressortir le son. Shellac, j'ai mes assistants ici. Merci à la régie virtuelle. C'est comme un c'est prompt, trop pratique. Merci à ma copine que je salue, là, mon merci la régie externe, qui envoie une petite photo de Django en même temps. Ah, trop mignon. Petite parenthèse aussi, mon amoureuse, qu'on s'est officialisé en couple aussi lors d'une Saint-Jean. On lui passe le bonjour Stéla. Ouais, bonjour, mon amour, ma fiancée que j'aime de tout mon cœur. Puis on va faire nos noces justement au festival, donc le 21, jour du solstice d'été. Donc voilà, ça va être la grande célébration de l'amour. Yes! Donc voilà, c'est ça, c'est shellac, c'est la matière de ces disques-là. Ok, c'était ça. Qu'on mettait, tu sais, puis à cette époque-là, l'aiguille d'un gramophone, tu regarderas, c'est gros comme... je sais pas si tu te souviens à l'école, les compas pour tracer les cercles, l'aiguille qu'il y avait au bout, c'est pas mal la même aiguille qu'on a là-dessus, tu sais, tandis qu'un vinyle micro-sillon, mais c'est vraiment tout petit, là, c'est une aiguille en diamant, puis tu le vois même pas que c'est une aiguille, là, finalement. Ouais. Tandis qu'un gramophone, mais si tu te piques avec, tu vas faire « ouch ». Et du coup, ce serait quoi un peu tes projets futurs à toi, Pete? Maintenant qu'on a parlé du passé et du présent, ça serait quoi un peu pour toi ta vision de la scène underground dans le futur, et puis toi, tes projets un petit peu... Comment tu vois un peu ça? Ben, tu sais, c'est sûr, l'underground du futur, tu sais, c'est comme on n'aura plus jamais ce qu'on a connu, l'âge d'or de l'underground. Pour ceux qui l'ont vécu, on est vraiment chanceux d'avoir vécu ça. C'est privilégié même. Parce qu'à l'époque, le noyau il était petit, la famille s'est vraiment agrandie, la scène aussi. Puis moi, comme je te dis, je suis un visionnaire qui va de l'avant. Je suis pas comme dans le temps, c'était bien mieux. Puis non, tu sais, on évolue. Puis la vie, c'est ça. Hein, c'est une grande évolution. Puis c'est comme en surf, là, je veux dire, t'attends, il n'y a plus de vagues pendant un certain temps. Puis après, il arrive une nouvelle séquence de vagues. Donc, c'est d'apprendre à. La nouvelle séquence de vagues, elle va peut-être être différente, mais il faut continuer à surfer la vague, là, en fait, comme on dit. Sinon, tu vas rester, tu vas te faire dépasser, puis tu vas manquer plein de bons trucs. Là. Donc, faut regarder de l'avant, faut avancer, puis comment que je vois ça, que ça s'en va, mais je sais pas. On continue à avancer, puis on est tout le grand mouvement là, qui rame ensemble vers... on sait pas où on va, mais on y va. On avance, on va de l'avant, puis... avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent et tout, là, c'est rempli de surprises et de belles surprises, je crois. Ouais. Et toi, personnellement, ce serait quoi tes projets un peu pour la suite? Que la DJ School, déjà, qui moi, prend pas mal de c'est temps. sûr, la DJ School, c'est toujours en développement, puis amener ça toujours plus raffiné à un autre niveau. Donc, step by step, je suis parti du sous-sol à l'époque dans ma chambre sur la rue... La Fontaine, proche du métro Frontenac, et puis de fil en aiguille, le projet s'est agrandi. Puis, tu sais, je veux vraiment y aller step by step, sans sauter d'échelon. C'est pas un sprint, c'est
un long marathon. Puis, tu sais, je veux toujours garder ça aussi dans l'esprit. Je veux pas que ça vienne une école mainstream, là, comme le Trébas ou la musique technique de demain. Là, je veux quand même que ça garde son cachet. Ouais. Ouais, tu rentres, tu sens un petit peu le côté passionné, familial. Et, Yes. c'est... Ouais, fait que je veux tout le temps garder... Et garder un côté très, très, très authentique, très Ouais, old school. Exactement, ouais, c'est ça. C'est pour ça que le cours est très complet à ce niveau-là. C'est que... Bah, de toute façon, on sent ta fibre. Ouais, puis on a une bonne équipe on sent ta aussi. fibre Là, underground dans les cours. on a une bonne équipe de passionnés. Mélo qui est là, DJ Mélo, tu sais, qu'une DJ. On embrasse si elle écoute. Ouais, quand même ce soir. chevronnée. Là, ça fait longtemps qu'elle mixe, là, Mélo. Elle est vraiment spécialisée dans la techno et tout, mais malgré elle a quand même appris d'autres techniques depuis qu'elle est à l'école. Ça va faire 2-3 ans qu'elle est avec nous. On a Geoffrey aussi, donc DJ Geoffrey, qui a réintégré l'équipe, qui a été là pendant des bonnes années à la DJ School. Ensuite, il a pris un petit peu les voiles, puis là, il est revenu dans l'équipe récemment. Donc, tu sais, lui, il est vraiment plus spécialisé. Il est très généraliste. Il fait de la corpo, des mariages, mais aussi du club. Il a été résident dans des after hours, dont le Level à l'époque. Tu sais, il est très spécialiste dans le latin. Là, je pense au Copacabana, pour ceux qui ont connu, sur la rue Crescent. Il a été là résident très longtemps, même au Beach Club. Il a été résident pendant, je pense, 5 ou 6 ans à l'époque. Donc, tu sais, ça, c'est des bons atouts. On a vraiment une bonne équipe à la DJ School là, de passionnés. Puis en production, on a Vincent Virtual Light, que tu dois connaître. Oui, tout à fait. Producteur de renommée mondiale. Là. Ça fait quasiment 30 ans qu'il produit. Donc, lui, il produit pas juste sa musique, mais il fait des... Les cours de production, non, maintenant? Ouais, il fait des cours de production avec DJ School. C'est le professeur de prod, mais il fait aussi des sound packs avec des presets, des samples qu'il vend. C'est presque... il fait quasiment plus de cash avec ça qu'en vendant sa musique, parce qu'il y a plein de gros producteurs qui achètent ses packs. OK. Et puis là, lui, il tourne beaucoup, là, tu sais, Afrique du Sud, Japon, Brésil, Mexique. Là, il part en tournée européenne pour quelques mois là, cet été. Donc, partout en Europe. Là, lui, il a joué toutes ces places-là. Boom, Ozora, Universo Parallelo. Donc, c'est vraiment, on ne sait pas, des fois, les gens ils pensent qu'ils ne connaissent pas vraiment, que c'est juste un DJ québécois. Mais non, lui, il est vraiment plus renommé international. Clairement. Fait que, tu sais, il fait partie de l'équipe aussi, la grande famille DJ School. Là. Puis, bien évidemment, ma copine Stella, qui est beaucoup impliquée là, au niveau administratif, promotion, graphic design, puis réseaux sociaux, faire... on parlait tantôt les Et qui mixe aussi un petit peu. Ah, qui mixe aussi un petit peu, ouais, voilà. Puis on parlait tantôt, tu sais, toutes les petites capsules là, qui sont faites sur les montages Instagram, TikTok. Là, c'est souvent elle qui va faire ça. Fait. Ouais. Je sais que j'avais... Donc, les petits montages vidéo et tout ça. Là. Donc, tu sais, ça reste vraiment une belle équipe. On est tous dans la même aventure, un beau bateau qui a le vent dans les voiles. Là, puis, puis vous organisez aussi des... Il y a des invités des fois qui viennent faire des masterclass aussi. Ouais. Il y a plein de bons invités. Tu sais, tantôt, on parlait d'Electrhypnose, Crystal Distortion, Xumpax, Roulas, Alpaca. Tu sais, souvent, on fait des collabs avec eux quand ils font venir des bons noms. Donc, on les fait venir en mode masterclass à la school. C'est vraiment nice. Puis, c'est ça, tu sais, comme partager leur savoir, d'avoir des masterclass comme ça, c'est vraiment toujours très, très chouette. Puis, quoi d'autre? Je voulais quand même peut-être mentionner nos soirées au Madame Smith. Donc, qu'on a mensuellement, puis qu'on va donner la chance. Gab, tu avais eu la chance de venir jouer dans une des soirées là-bas. Exactement. Donc, je pense que tu avais quand même bien aimé ton expérience. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, ça donne un bon tremplin pour les élèves. Elle est nice, cette place. Hein? Ouais. C'est très nice, très cosy. C'est pas très loin. Salon Enchanté aussi, on a commencé des collabs avec eux. Là, ils vont faire des rénos pour l'été, mais on a des projets avec Holly Blue, c'est un de mes bons amis. Mais le Madame Smith, c'est très sympa comme place. Et puis c'est bien parce que finalement, tu mets en application, tu donnes la chance à des élèves de se produire. Exactement. C'est pas trop impressionnant. Mais en même temps, il y a du monde quand même. C'est un resto-bar. C'est un bon milieu. C'est un bon juste milieu. Il y a un petit dance floor, mais on est quand même en mode cocktail, table debout, qu'on discute. Puis si tu veux vibrer, danser, il y a moyen de le faire. Ça peut être parfois moins impressionnant. Il y a 2 terrasses en plus avec l'été qui arrive. Ça va vraiment être génial. Puis dans Hochelaga, il n'y a pas vraiment de soirée électronique. On est en train un peu
d'éduquer la crowd, on va dire. Il y en a beaucoup qui rentrent et sont comme, hey, qu'est-ce qui se passe? C'est de la musique électronique ce soir, mais là, ça va faire. C'est vrai qu'à part les bars Mathieu, t'as pas grand place qui fait de la musique électronique. Ouais. Donc, c'est ça, là, on est en train d'inculquer ça là, tranquillement, puis ça se prend quand même bien. Là, le monde, il triple. Mais en tout cas, vous êtes disponible partout. Allez voir DJ School sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Allez voir si vous Même sur Facebook, voulez, on a notre page qui est plus axée pour l'école. Puis on a le groupe DJ School Community. On est, je pense, 6000 dessus. Puis ça sera pas juste des trucs de l'école, mais tu sais, des fois, le monde pose des mèmes, des soirées, de l'équipement à vendre. Des émissions de radio. Des émissions de radio, tu sais, voilà les... Ouais. Donc, mais je sais que ça en intéresse certains. Je sais j'ai déjà eu des petits commentaires, des petits j'aime, des petits... à chaque fois, je poste l'épisode... parce que forcément, c'est des passionnés de musique là, qui sont sur ce groupe. Ouais, non, mais c'est vraiment très cool que tu aies mis ce podcast-là existant, là, parce que c'est ça, il y a Dali puis Soumi qui en faisait, mais tu sais, de la scène marginale, la contre-culture, on va dire, de musique électronique, c'est quand même le fun qu'on puisse avoir du temps d'antenne dans un micro pour partager cette scène-là qui est quand même existante et vivante, là, parce qu'il y en a qui connaissent juste le pique-nique, le beach club, le Hillsonic, ou les trucs vraiment mainstream, là, mais il y a encore quand même plein d'autres étages, plein d'autres sphères de réalité là, de la scène qui existent et qui méritent d'être entendues. Mais c'est vrai que tu as raconté des belles histoires ce soir, des belles anecdotes. C'était super d'en apprendre un peu plus sur ton parcours et un peu plus sur l'histoire de la scène underground à Montréal. Scène qui est ultra riche. La scène électronique, de manière générale, à Montréal est très très riche. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Je voulais te rajouter peut-être un grand merci à toi, Jay, pour la régie, puis à toi, Gab, pour l'invitation. Ça m'a fait vraiment merci à toi d'être venu. Grandement plaisir de venir partager du temps avec vous. Puis, c'était très chouette. Ouais, c'est ça. Mais merci pour l'invitation, parce que je place ici que je vais participer... Je vais mixer pour la prochaine édition du festival Saint-Jean-Baptiste. Parce que t'étais là l'an dernier, c'était ton premier, je crois. C'est ça, et pour la petite anecdote, ce qui était très drôle, c'est qu'on regardait la scène avec Jay, et j'ai dit, oh mais ça serait génial que l'année prochaine... Oh mais t'imagines, l'année prochaine, je serai à leur place, et ben voilà. Tu sais, même Théo, Noé m'avait demandé de jouer, mais tu sais, c'est comme, j'ai toujours aimé donner des places aux élèves aussi, quand c'est approprié. Là. À la Saint-Jean, on a toujours des places pour les élèves. Puis, tu sais, Théo, Noé, je les avais partagés à eux mon time slot à Tribunion Boréal, là, qui avait eu lieu. Exactement. Ça m'a toujours fait plaisir, pas juste de partager de la musique ou des connaissances, mais tu sais, des moments comme ça. Et ça aussi, c'est vraiment nice parce que on va dire, c'est l'achievement final de ta formation. C'est en plus, tu vas avoir. Puis que ça fit, c'est cool, quoi. Pourquoi pas? C'est ton côté pédagogique. Hein. De toute façon, c'est pas pour rien. Je pense que tu as monté une école. Ça fait partie de Pourquoi toi. Pourquoi pas? Parce que sinon, tu vas toujours attendre toute ta vie d'être booké si tu connais personne, ou même, c'est bravo pour ce que tu fais, là, des soirées au Dahomey. Ouais. C'est comme ça, moi aussi, que j'ai commencé. C'est une des raisons. J'ai pas attendu d'être booké. On a fait nos propres soirées. Puis, on se faisait jouer dedans. Oui, c'est ça. DIY, tu sais que ça veut dire do it yourself. Exactement. Voilà. Tout à fait, à fond. Mais de toute façon, c'est l'expression, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. J'allais la faire passer. Il y a un moment, si t'en as marre si t'en as marre qu'on ne boucle pas, organise tes soirées. Hein. Ou si t'en as marre d'avoir juste les slots d'entrée, d'opening et qu'il n'y a personne. Mais qui peuvent être bien. Moi, je défends les slots de warm-up. Hein. C'est pas... Non, mais au contraire, je défends ceux qui ont c'est les temps les plus durs, la dure tâche. C'est de partir un feu de camp. Une fois que ça brûle, c'est facile de mettre des bûches. Encore une fois, très belle analogie. Mais peut-être en finissant aussi, je voudrais souligner, j'ai quand même voyagé Thaïlande, Mexique, Colombie, puis j'ai joué dans des gros festivals là-bas. Puis toujours en revenant au Québec, je te dirais que on n'a rien à envier au reste de la planète. On a vraiment une très, très belle scène au Québec, puis on l'a vu grandir, on a travaillé fort, puis on peut se donner une bonne main d'applaudissements à tous les promoteurs, tous les DJ, tous les gens impliqués. C'est vrai que c'est une belle scène. Qui ont fait grandir cette scène-là, qui est quand même le fait qu'on est moins nombreux, la population, ça fait en sorte que ça crée la magie, puis des liens très, très tissés, serrés, comme on dit, ici au Québec, qui fait que, la scène électronique au Québec est vraiment...
Et c'est une scène très inclusive, mais parce que ça va avec le mindset des gens ici. Une scène très quoi, tu dis? Très inclusive, très bienveillante. Ouais. Tout à fait, ouais. Parce que, on en a parlé dans plusieurs épisodes, mais je suis pas sûre que, par exemple, en France ou à Paris, les gens te donnent autant d'opportunités. Ça dépend des milieux, mais j'ai toujours reconnu et prêté à Montréal quand même, enfin Montréal et le Québec en général, comme tu dis. C'est très multiculturel, hein? Juste Montréal, on le voit, là, on a. Et puis tes personnes, les gens te proposent. Beaucoup de groupes ethniques, ce qui fait en sorte que c'est un gros melting pot de culture. Puis. Et puis tes personnes, les gens, tu proposes quelque chose, tu proposes un projet, les gens disent OK, j'en suis, je suis down. Effectivement, il y a une facilité ici et une ouverture sur tous les petits projets que tu retrouves, qui est unique, qui fait vraiment le. La beauté de Montréal, c'est une belle île. Faut se le rappeler, on vit sur une île. Ça surfe même ici. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est très ouvert comme milieu. En tout cas, c'était une belle émission. Ouais. Vraiment, c'était très chouette de parler avec toi, Pete. Puis je trouve que c'est la boucle est bouclée. Je trouve ça super de t'avoir rencontré. Ouais, c'est ça. Je me fais interviewer par une de mes élèves. Que tu sois à l'émission quasiment 2 ans plus tard. Je trouve que c'est une belle boucle. On espère que ça vous a plu. Ouais, merci à ceux qui sont encore avec nous, qui ont pris le temps de se connecter, d'écouter l'émission. Merci à ceux qui vont l'écouter en rediffusion aussi. Donc, ça sera disponible, comme d'habitude, la vidéo sera disponible sur YouTube. Ouais. Ça sera disponible sur Spotify aussi parce qu'il y a des copains qui nous avaient dit vous savez, moi des fois je vous écoute en cuisinant, donc ça serait bien. Donc voilà, on est aussi disponible sur Spotify. Vous pouvez nous écouter dans le métro ou en coupant vos oignons. Ça s'écoute partout, le petit quart, donc ça c'est super cool. D'ailleurs, petit quart, c'est quoi? Ça vient d'où Mais alors ça, on laisse. On laisse le mystère, mystère aux gens. Ouais. On laisse le mystère planer. Ça peut être un petit quart de plein de choses. Et voilà, ouais, on l'a laissé en interprétation libre. Ouais. Et les gens nous donnent parce que là, on est loin d'un quart d'heure. Ouais, exact. Et à chaque fois, les gens nous donnent des interprétations extrêmement différentes. C'est super. Je trouve que ça laisse place à l'imagination. Ok, j'aime bien. Ok. On a une imagination sans limite, attention. Bon, en tout cas, on vous souhaite une très 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 bonne soirée. On espère que ça vous a plu. Et puis, nous, on se reprend en juin. Parce que le petit quart part 2 semaines au Mexique, comme on vous avait dit. C'est ça, parce que sinon, ça a lieu 2 semaines, le petit quart, c'est ça? C'est ça. Donc là, on va être un petit peu absent pour cause de vacances, mais on vous a laissé un épisode à avoir et à revoir sans modération. Donc, des vacances bien méritées, il faut se le dire. C'est ça. Exactement. C'est ça. Et on revient à la rentrée, notre rentrée à nous. Tout beau, tout bronzé. Ouais, on va essayer. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Pete. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir partagé toutes ces belles histoires. Et puis on vous souhaite une bonne soirée et puis un bon week-end, une bonne fin de week-end. Un bon courage pour la reprise du travail lundi. Et puis voilà. All right. Yes. Bye bye. Thanks for the crew. Merci. Ciao.